Ça y est, on y est, le Sevens est enfin de retour. Ça fait 6 mois qu'on l'attend depuis cette grande finale du Los Angeles Sevens. Bonjour à tous, bienvenue au Sevens Rugby Show, votre nouveau rendez-vous où l'on parle exclusivement de rugby à 7. On est très heureux de vous présenter ce nouveau format et on espère répondre à toutes vos interrogations car la saison redémarre ce week-end et on a tous vraiment hâte que le Sevens revienne. Et justement, pour m'accompagner dans cette nouvelle aventure, je vais accueillir tout de suite Marie-Louise Préra. Salut Marie-Lou. Salut Arnaud. Antoine Poussin présent à mes côtés depuis les débuts de l'aventure Sevens Rugby. Salut Antoine. Salut Arnaud, salut Marius. Bon, on va pas se le cacher. Hein. Là, ça commence à trépigner, il fait froid en France, on commence à voir de la neige. Le 7 reprenne, là, on est d'accord. Hein. On a besoin de sable de soleil, là. Ouais, on a envie quand on voit les stories des joueurs et des joueuses qui sont présents pour les débuts à Dubaï. On a été nourris cet été. Hein. Il y a eu le Super Sevens en France, le championnat professionnel. Il y a eu le circuit élite, mais dites-vous que c'est depuis mai où il y avait eu la finale à Los Angeles. Donc, on imagine que les joueurs et les joueuses ont hâte de démarrer. Et nous aussi, on a hâte de suivre le rugby à 7, le HSBC Sevens qui commence ce week-end. Et vous allez voir, il y a énormément de choses à dire. Vous le voyez hein, sur le côté de votre écran. On va parler du nouveau format pondu par World Rugby. On va parler du tableau féminin, parler du tableau masculin. On aura également des interviews des joueurs et des joueuses de l'équipe de France A7, mais également des entraîneurs. Et puis ensuite, on basculera pour se mettre vraiment dans le bain de cette première tournée, puisqu'on vous parle de Dubaï ce week-end. Mais le week-end suivant, il y a également Cape Town, une nouvelle tournée. Ça fait partie de ce nouveau format. Donc, on espère que vous êtes prêts, parce que le Sevens Rugby Show, ça commence maintenant. Ce nouveau format, Marie-Louise, Antoine, on ne peut pas en parler tant qu'on n'a pas parlé de l'ancien. Vous le voyez sur votre écran, le circuit mondial jusqu'à présent se jouait sur 2 divisions et 2 phases bien distinctes. Il y avait une phase qualificative et une phase finale. Sachez qu'en rugby à 7, sur le plan sportif, c'est complètement mixte et paritaire. Les garçons et les filles font exactement la même chose. C'est le cas depuis décembre 2023 et la création du Sevens. Vous voyez en gauche de votre écran le Sevens SVNS. Bien, c'est la nouvelle charte graphique du rugby à 7 du circuit mondial. Il y avait donc le Seven Series à gauche en bleu, 6 tournois de qualification tout au long de l'année avec les 12 meilleures équipes masculines et féminines. À côté, la Challenger Series avec 3 tournois de qualification et là aussi, c'était 12 équipes masculines et féminines. Sauf que il y avait ce Sevens World Championship, vous le voyez, à Los Angeles. Il y avait un tournoi commun à ces 2 tableaux. Les 8 meilleures équipes du Seven Series qui jouaient le titre de champion du monde lors de cette finale à Los Angeles. L'Afrique du Sud l'a gagné chez les garçons l'année dernière. La Nouvelle-Zélande l'a gagné chez les filles. Les 4 derniers, en revanche, du Seven Series retrouvaient les 4 meilleurs de ce tableau de Challenger pour un barrage d'accession ou de maintien, c'est-à-dire qu'on avait potentiellement 4 équipes de deuxième division qui pouvaient monter dans l'élite et 4 équipes de l'élite qui pouvaient descendre en deuxième division. Voilà ce qu'il y avait jusqu'à présent. Mais depuis mai dernier et juste avant cette finale à Los Angeles, on s'en souvient, Marie-Lou, Antoine, c'était complètement dingue. Avant que la finale se joue, World Rugby présente ceci, le nouveau format. Et donc, on va retrouver encore ces 2 phases. La phase qualificative sur votre gauche, qu'on appellera Sevens Series, et la phase finale sur votre droite, le Sevens World Championship. Sauf que ce qui va changer, c'est que nous avons 3 divisions désormais. Le Sevens 1 en bleu turquoise, avec non plus les 12 meilleures équipes masculines et féminines, mais les 8 meilleures équipes masculines et féminines. 6 tournois de qualification. Ces 8 équipes, on les retrouvera directement en finale pour le Sevens World Championship. Juste en dessous, vous avez le Sevens 2. Là, cette fois-ci, on aura les 6 autres équipes, donc les 4 équipes qui ont remporté les barrages la saison dernière, qui seront complétées par 2 équipes. On va en parler après du Sevens 3. Là, il y aura 3 tournois de qualification et les 4 premiers de ce Sevens 2 compléteront le Sevens World Championship, ce qui fait que les finales se joueront avec les 12 meilleures équipes masculines et féminines. Et ce Sevens 3, on en parle très rapidement car on n'a pas beaucoup d'infos dessus. Un seul tournoi, 8 équipes masculines et féminines issues des compétitions régionales et donc les 2 premiers qui compléteront le Sevens 2. Ce Sevens World Championship, la grande finale n'est plus en un tournoi, vous le voyez, il y a 3 tournois à 12 équipes masculines et féminines, 8 du Sevens 1, 4 du Sevens 2. Toutes ces équipes jouent pour un titre de champion du monde. Ce sera au meilleur des 3 tournois. L'équipe qui sera première à l'issue des 3 tournois sera championne du monde. Les 8 premiers resteront en Sevens 1 et les 4 derniers descendront en Sevens 2.
C'est costaud Ouais. quand même ce nouveau format, hein. Il faut Bravo, se l'avaler. t'as bien réussi à le faire, c'est Ouais. parfait, on a tout compris. Félicitations, on a tout compris. Et Euh, franchement, c'est ressemblant un petit peu, hein, Marie-Lou. Antoine, on va dérouler le calendrier pour que vous voyez de manière concrète ce qui vous attend cette année. Mais c'est vrai qu'on a quand même cette base avec cette phase qualificative. Vous le voyez, toujours ces 6 tournois pour le Sevens 1 à votre gauche. Dubaï, indéboulonnable. Le Cap, Singapour, Perth, Vancouver. Le petit nouveau, New York. Mais ce qui change surtout pour le Sevens 1, c'est cette finale qui va se jouer en 3 tournois à Hong Kong, la Mecque du 7. Valladolid, retour en Espagne, hein. La dernière fois, c'était lors de la grande finale 2024 avant les JO à Madrid, la fameuse remportée par les Bleus. Et puis, le retour du Bordeaux Sevens, le retour du France Sevens. Franchement, on l'attendait. La dernière fois, c'était à Toulouse il y a plus de 2 ans. Le France Sevens, où il y aura le dénouement du circuit mondial à 7. C'est complètement dingue. Ce nouveau format, il est quand même sur le papier assez excitant pour plusieurs raisons, hein, Marie-Lou. Plusieurs raisons, parce que on est content de retrouver. Les équipes vont être très resserrées, hein, parce que 8 tout de suite, ça va matcher tout de suite, on va pas pouvoir se rater. Mais moi, je trouve que c'est un peu plus équitable ce championship en 3 étapes, parce que c'était quand même très cruel. On l'a vu sur les Françaises, on y reviendra tout à l'heure. Mais c'est un peu plus révélateur déjà de la forme générale d'une équipe plutôt que d'une forme instantanée et du coup d'un titre qui peut se jouer sur un week-end où tu n'as plus de jus, tu es à la fin de ta saison, tu es mort. Là, 3, on a plus de chances de voir quelque chose qui est représentatif et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils l'ont fait parce qu'en général, on n'avait jamais le même champion régulier et champion du monde qu'on avait ces 2 dernières saisons. Donc, puis on est toujours content de rentrer en France. Hein, donc, oui, là, Oui. j'ai failli dire une ville qui n'existe pas. Moi, ça me va que ce soit pas à Paris. Hein. J'avoue, Moi, ça habitant à m'aurait Bordeaux, Antoine, arrangé. ça te va. Ce serait le local, C'est le chiant, local de toi. l'étape. C'est vrai que ce nouveau format, il est quand même super chouette pour cette raison, comme tu le dis, ça va être resserré. L'idée de voir un top 8 mondial, parce que pour qu'on resitue un petit peu, aujourd'hui, le top 12 qu'on avait jusqu'à présent, c'était calqué sur le format olympique. Aux Jeux Ouais. Olympiques, il y avait 12 meilleures équipes mondiales. Mais là, le top 8, c'est encore plus resserré. Ouah, ça va être exceptionnel, Antoine. C'est surtout qu'on va avoir plus de tournois. J'allais te le dire, c'est surtout ça, moi, que je retiens de ce nouveau format, effectivement, c'est qu'on repasse avec, du coup, 9 tournois pour le Sevens 1, donc on a quand même une saison qui va être assez colossale, et puis si on rajoute le Sevens 2 et le Sevens 3 aujourd'hui, ça fait quand même 13 tournois sur la saison, donc c'est pas rien, ça veut dire que le rugby à 7 a encore une place dans l'univers rugbystique mondial, donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Évidemment. Et puis surtout, nous, on se réjouit évidemment d'avoir ce retour du Sevens en France, quand on voit l'engouement qu'il y avait eu aux Jeux Olympiques. On était forcément un peu sur notre fin l'année dernière de ne pas avoir d'étape à la maison, et là de voir que ça revient chez nous en plus à Bordeaux, c'est vraiment une belle récompense pour tous les acteurs du rugby à 7 en France aujourd'hui qui se mobilisent chaque année pour faire vivre et grandir ce rugby à 7. Et puis, ce que World Rugby a beaucoup avancé, hein, effectivement, vous le voyez, hein, jusqu'à présent, il n'y avait que les 8 premiers du Sevens 1 qui pouvaient être champions du monde. Là, on peut démarrer en compétition régionale, grimper en Sevens 2, se qualifier pour les 3 étapes finales et être champion du monde. Ce serait complètement improbable, on va se le dire. Ce serait fou. Improbable au vu du niveau du Sevens mondial. C'est la magie du rugby à 7. Ouais. Le rugby à 7 est un sport extrême, un sport où tout peut se passer, où les plus petites équipes, on va dire, sur le papier peuvent performer. Mais là, quand même, ce serait énormissime qu'une équipe du Sevens 3 puisse aller gratter le titre. Mais en tout cas, en termes pratiques, c'est possible. Et ça, c'est une très grande nouveauté quand même. Ouais, après c'est vrai que ce serait fou et on adore les histoires comme ça, hein, franchement, ce serait on génial. adore ça, c'est un peu comme la Coupe de France en foot, on voit des petits poussets battre des grosses équipes de Ligue 1, mais c'est vrai que ce qu'on oublie aussi, c'est que ces petites équipes-là, elles n'ont pas toute la préparation qu'ont les équipes du top 8, elles n'ont pas les mêmes moyens, elles s'entraînent pas aussi souvent, elles sont pas dans le même confort, donc gagner autant de matchs, c'est quand même. Et puis, il y a 3 tournois, on rappelle, hein, donc, on n'est pas à l'abri d'un petit exploit, mais d'un exploit aussi capital. J'aimerais bien, mais peut-être pas cette année, quoi. 4 tournois, hein. 4 tournois quand même il faut remporter le Sevens 3, être dans les 2 premiers du Sevens 3 et ensuite être dans les 4 premiers du Sevens 2. C'est possible, Antoine. C'est un sacré challenge, hein, c'est un sacré challenge. Et puis derrière, si déjà arriver jusqu'en Sevens 1 à la fin pour une équipe de Sevens 3, ça serait déjà quelque chose d'exceptionnel. Après, voilà, comme tu as dit, Marie-Louise, à la fin, il y aura quand même 3 tournois pour aller chercher un titre. Bon, c'est quand même costaud. C'est pas comme à Madrid ou Los Angeles où on avait un tournoi et sur un tournoi, évidemment, tout peut se passer. Là, il va falloir quand même être régulier sur les 3 derniers tournois de la saison.
face à des équipes expérimentées, Mhm. ça peut piquer. Mais par contre, déjà, un exploit sur un match face à la Nouvelle-Zélande ou au Fidji ou à l'Argentine, pour Why certaines not? équipes, déjà, ça serait une belle case de cocher sur le palmarès. Il y a un détail important aussi quand même sur ce nouveau format, c'est que sur le Sevens 1, vraiment la première division, avec la refonte un peu du calendrier, maintenant on a 6 tournois, mais qui vont se jouer en 3 tournées. Oui. C'est-à-dire qu'on a Dubaï et Cape Town, donc Singapour et Perth en même temps, et ensuite Vancouver qui sera suivi de New York. Ça change quelque chose aussi pour les équipes, parce que là, à chaque fois, c'est 2 tournois, donc ça veut dire qu'on part quasiment 3 semaines loin de la maison, et surtout, en termes physique, mental, c'est une autre donnée. Alors, ça se faisait déjà sur le circuit mondial à 7, mais là, ce sera à chaque tournoi, ce sera pareil. De l'adaptation en continu, hein, ces équipes sont habituées maintenant à ce que le format change un peu chaque année. Ouais. Donc voilà, c'est encore de l'adaptation. Elles ont de la chance quand même d'avoir une intersaison assez colossale quand même pour se préparer. On l'a dit, dans les tournois, c'était à Los Angeles en mai. Alors il y a eu des tournois régionaux, mais en général, on fait un petit peu plus jouer les jeunes pour qu'ils prennent de l'expérience dessus. Donc effectivement, on a eu le temps, on a entre 5 et 6 mois pour bien se préparer à la reprise de la saison et pouvoir assumer ce nouveau format avec effectivement ces tournées qui vont demander de l'énergie. C'est surtout que le groupe va devoir bien vivre ensemble en fait, parce que 3 semaines d'affilée à chaque fois, va falloir. On est Et des j'espère humains, que hein. tout le monde a crevé les abcès cet été, hein, parce que tout le monde est mort ensemble sur du physique, parce que là, ça va être très compliqué. Va pas falloir garder de rancœur, tous les petits crève-cœurs qu'il va y avoir, les défaites perdues sur le fil, etc. Va falloir les évacuer très très vite, en plus de l'aspect physique. Donc, ouais, ça reprend une autre dimension, cet effet tournée, et hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, je pense qu'on va avoir pas mal de surprises et justement, on a prévu de détailler un petit peu ce qui nous attend sur ces différents tableaux et on va tout de suite démarrer avec le tableau féminin. Marie-Louise, il y a énormément de choses à dire. Alors, on va se concentrer sur le Sevens 1, la première division. On n'a pas beaucoup d'infos pour tout vous dire hein, sur le Sevens 2 et le Sevens 3. Donc, on va se concentrer sur cette première division et on va commencer par les femmes avec toi, Marie-Lou, puisque la saison dernière, ça a été marqué encore une fois, j'ai envie de dire, par l'hégémonie de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie qui ont raflé toutes les médailles d'or. Hein. Qu'on raflé toutes les médailles d'or, hein, c'est assez habituel. C'est la finale qu'on a eue aussi à Los Angeles, remportée par la Nouvelle-Zélande. 31-7, c'est ça qui n'était pas habituel en fait, c'est l'ampleur du score. Mais bon, la Énorme. Nouvelle-Zélande, c'est quand même 4 médailles sur 6 sur la saison. Donc, est-ce qu'on Elles sont était au-dessus. surprise qu'elle gagne? Non. Est-ce qu'elle gagne de cette façon-là? Mais bon, c'était la fin de saison, tout le monde était fatigué. Certaines équipes sont passées à côté. Bon, l'Australie, on peut pas dire ça. Voilà, elles finissent en finale. Mais bon, grosse saison de la Nouvelle-Zélande. En plus, on était en post JO, donc elle revenait de cette belle médaille. Mais voilà, mais c'est aussi la meilleure attaque qu'on a eue la saison dernière, hein, avec 223 essais inscrits. C'est une machine de guerre. Vraiment, c'est lunaire. Le ratio est costaud. Le ratio est costaud. T'imagines que ratio par sur 8 tournoi. tournois depuis les JO, si on compte les JO, elles ont gagné 5 médailles d'or. Et sinon, C'est fou, hein. ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont joué énormément de finales. Énorme. Les Blacks, c'est l'assurance tout risque, quoi. C'est Bah, la c'est ça. meilleure équipe de 7 au monde, quoi. Oui, personne n'a gagné autant d'étapes de circuit qu'elle, hein, donc c'est l'équipe la plus titrée. Je vais le redire comme ça, c'est l'équipe la plus titrée du circuit. Elles ont gagné 8 fois. Voilà, nous, on attend de gagner, mais j'y crois. Le projet est là. Et cette équipe néo-zélandaise, Marilou, pour cette tournée 1, il y a quand même pas mal d'enseignements hein, dans cette équipe néo-zélandaise parce Oui. que il y a des championnes olympiques, il y a des championnes du monde, il y a des pépites. Franchement, on a hâte encore. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un petit peu comme les garçons à 15 et même à 7. On a l'impression que le vivier néo-zélandais, bah, il est inépuisable. Ouais, j'ai pas vu la Nouvelle-Zélande faible à part post-Covid, mais c'était assez évident. Depuis, elles ont réussi à toujours sortir des nouvelles joueuses, des joueuses qui s'imposent sur la scène internationale. Je pense à Georgia Miller qui a Ah ouais. performé, qui était rookie de l'année il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Ensuite, qui a explosé aussi cet été à 15. Ça va être propre. Tu vois, ils l'ont sorti vraiment à temps, donc c'est déjà une joueuse confirmée en fait. C'est Ah, c'est c'est une assez machine de fou. guerre. Exactement. Ça va permettre aussi d'assurer la transition avec des joueuses qui vont être absentes. Il y en a 3 notamment, ça va être Sarah Irini, Michaela Michaela Break. Break. Je suis trop Blythe, c'est habituée, non c'est mais son nom de jeune Michaela fille. Blythe, c'était son nom de jeune fille, mais que maintenant elle s'est Exactement, mariée, donc c'est Michaela Break, hein, donc c'est normal. exactement.
Et ensuite, on a Shira et Kaka. Elles sont toutes, soit elles sont enceintes, soit elles viennent d'avoir un bébé. Donc, ça va être une saison d'impasse pour Et elles. on les félicite. Félicitations. Voilà, exactement. Pour cette prochaine génération de baby, de baby kiwi. Ah ouais, la relève, elle est déjà en train d'arriver. C'est quand même Surtout qu'elles terrible, sont quoi. toutes en couple, soit avec un rugbyman, soit avec un sportif pro. Les jeunes sont là. Il y aura des On gènes. voit ce que vous faites, la Nouvelle-Zélande. On voit très bien. Allez, rendez-vous dans 20 ans. En fait, la Nouvelle-Zélande, c'est le Bene Gesserit pour ceux qui suivent Dune. Il y a tout un programme génétique pour les rugbyman et rugbywomen à l'avenir. C'est un truc de dingo. C'est ça leur secret. C'est une petite île, mais tout est là. Bon, Marilou, c'est quand même Voilà, des grosses la absences, ça. Hein. Nouvelle-Zélande, ouais, C'est quand même des très grosses absences. absences. Michaela Braek, meilleure marqueuse, c'est la petite pépite Hélière qui a marqué 40 essais la saison dernière. Irini, la capitaine, légende, présente depuis le début du series. Et Shira Kaka, elle a quand même été championne olympique. Ah, c'est quand même important, c'est des absences de poids. C'est des absences de poids, mais comme on l'a dit, vraiment, il y a un vivier qui est assez fou, qui se renouvelle assez rapidement. Et ils vont en profiter en plus pour lancer notamment une nouvelle joueuse qu'on a vue à 15 cet été, qui est Braxton Sorexon McGee. J'ai hâte, j'ai hâte. Vraiment, c'est la révélation. Ça va faire des dégâts. De l'année. Ça va faire des dégâts. Elle est très solide, elle est très 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 rapide. Donc, bon, Michaela Blythe, ça allait très très vite. Pensez un tout petit peu plus petite et autant de gaz avec un jeu au pied aussi. C'est vrai. Ça va être très intéressant et une bonne lecture des espaces. Donc à 7, elle se faisait déjà plaisir à 15, à 7. J'ai hâte. Rookie de l'année, rookie de l'année à 15, révélation de la Coupe du Monde. Je ne sais pas si c'est pas la meilleure marqueuse du mondial à vérifier, Exactement. mais en tout cas 11 essais en 6 matchs. Exactement. Donc et c'est une très très jeune joueuse. Donc voilà, il y a des choses à attendre de la Nouvelle-Zélande. Elles viennent pas en touriste cette année. Mais bon, on a toujours aussi de l'autre côté l'Australie qui a peut-être pas digéré aussi LS, ce que je comprendrais. Tu vois, quand t'es compétitrice, ce genre de truc, ça te pique. Ah, c'est une gifle. Hein. Voilà, donc là, tu te dis, bah, Dubaï, en fait, on y va. On va se retrouver, on va régler ça. Mais voilà. Dans le désert. Exactement. Quand t'es dans le désert. C'est ça, c'est le Far West. On va venir armé et ça va saigner là. Voilà, chargé, comme diraient les jeunes de nos jours maintenant, on est là-dedans. Mais ouais. Je suis un peu en décalage, Marie-Lou. Mais on a le là, tu vas tous nous mettre 30 ans dans la tronche. Là. Je te jure. Donc la Nouvelle-Zélande, c'était 4 médailles. L'Australie, c'est quand même 2 médailles. Donc voilà, 4 finales. Voilà, donc elles ont toujours atteint les demi-finales au moins dans la saison dernière, donc vraiment énormément de régularité. Juste par rapport à la Nouvelle-Zélande, elles étaient un tout petit peu en dessous, mais c'est pas voilà, c'est vraiment la Nouvelle-Zélande qui était au-dessus, je dirais ça dans ce sens-là. C'est pareil, on va retrouver des pépites, on va retrouver les sœurs Levi avec notre serial breakeuse les records de Maddie Levi. Quel record va battre cette année Maddie Levi? C'est presque la question qu'il faut se poser toutes les saisons, hein, parce que... Fais-nous rêver un peu avec des chiffres, là, parce que c'est quand même dingo. Ouais. Dingo. Donc on est passé quand même en 2023, elle a marqué 57 essais. C'était sa première saison. Ouais. 53 essais, première saison. Ça pose le décor. 2024, on est sur 65 essais. Donc elle se tirait la bourre en plus avec Michaela Blythe. Hein, donc voilà. Et l'année dernière, 54 essais, mais bon, il y a eu des blessures, il y a eu des cartons, donc elle a moins joué, il y a eu aussi moins de tournois. Et voilà, donc on est quand même à 270 points inscrits, meilleure marqueuse, meilleure réalisatrice, pardon, je vais le dire comme ça, du series. Donc quand on sait qu'elle ne joue pas au pied, donc c'est vraiment purement des essais inscrits. C'est assez incroyable. Je crois que tu as Rizzi pour Hélène qui est devant elle en meilleure réalisation, mais par contre, c'est la meilleure marqueuse. Et effectivement, tu fais bien de le souligner. Tu fais bien le souligner. Maddie Levi, c'est que des essais. C'est que des essais. Elle est capable de marquer 10 essais sur un tournoi. C'est un truc de fou. Exactement. Alors que Rizzi pour Hélène, du coup, elle marque des essais, en effet, mais elle bute. Donc, du coup, ça fait gagner un peu de temps. Donc, c'est assez lunaire ce qu'elle a réalisé. Et ce qui va être un peu intéressant cette année, c'est que du coup, il y aura plus de tournois. Donc, tu disais, là, ça veut dire encore plus d'essais et potentiellement un nouveau record à l'issue de la saison, parce qu'après 9 tournois, si elle arrive à faire une saison complète, je vous laisse faire le ratio à 10 essais par tournoi, elle va péter tous les scores. Hein. Oui, parce que 65 essais en 2024, c'est le record du nombre d'essais sur une saison. Exactement. Pour le tableau féminin, qui était détenu par Portia. Ouais, Portia Woodman-Wycliffe. Voilà, on a parlé de ces joueuses clés. On va avoir le retour de Madison Ashby qui s'était fait les croisés.
Et puis, Joueuse on Gazive a aussi, hein. ouais, 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 très importante, qui va revenir mettre un peu, parce qu'on a eu pas mal de nouvelles aussi joueuses qui avaient été lancées, en 2024-2025 aussi. Et du coup, pour pallier aussi, accessoirement, à 2 absences un peu clés là chez les Australiennes, c'est Demi Hayes qui est pas là, et Charlotte Caslick qui s'est blessée en préparation de la coupe du monde cet été, donc qui sera pas là. C'est la légende, du Ah ouais, rugby australien féminin. même du Donc rugby à 7, hein. oui, oui, une légende du rugby à 7, L'une des Portia. légendes. De Tayla. Attention! Mais vraiment en Australie, c'est la superstar, celle qui a tous les records, celle qui porte son équipe, c'était la capitaine. Voilà, elle va manquer, mais l'effectif aussi est pléthore, hein, comme en Nouvelle-Zélande, donc je m'inquiète pas trop pour elle. Ça Bon, va le faire. et bon, bah, le top 2, il est bien positionné. Il est Je très, très pense bien qu'on a positionné. plutôt bien compris que là, on avait deux gros effectifs et de grosses clientes, on va dire, pour le titre mondial. En dessous du top 2, il y a nos petites Françaises. On l'a vu, hein, sur le classement que les Bleus, elles ont été troisième de la phase régulière, mais elles ont Exactement. malheureusement eu un gros passage à vide à Los Angeles. Elles ont terminé dernière, huitième du championnat du monde, bien loin de leur standard. Et justement, Marilou, tu as rencontré au Centre national de rugby de Marcoussis, tu as rencontré Lily Dezou, qui est probablement la capitaine, hein. Elle était capitaine à Los Angeles. On s'attend à ce qu'elle le soit également à Dubaï, mais c'est pas encore officialisé. Et Mmh. Romain Huet, l'entraîneur des Bleus, tu as échangé avec eux en compagnie d'Antoine Saillant. Et on va les écouter pour justement poser le décor un petit peu de ce qui nous attend pour les Bleus. Bah déjà, on était toutes très contentes d'avoir fait découvrir le Seven Series aux filles. Et on est toutes conscientes du parcours qu'on a eu. Donc à Dubaï, oui, on a commencé par 3 médailles de bronze aux 3 premiers tournois. Mais je pense qu'en termes de rugby et de notre niveau de jeu, tout au long de la saison, on est monté en niveau. À part peut-être à Los Angeles où on a eu un passage à vide. Mais du coup, on est hyper contentes et on espère continuer comme ça cette saison. Oui, une saison qui a très bien démarré avec un groupe qui s'est construit très fort. Et ça, c'était et très rapide. Ça a été remarquable, je dois dire. Et puis il y a aussi des difficultés, mais l'opportunité de vivre la difficulté ensemble est quelque chose de très important pour le set. Alors oui, bien sûr qu'il y a eu de la déception. Et surtout, ce qui a été important, c'est que la déception elle a été vécue ensemble et affrontée collectivement. Et ça a été important. C'est sûr qu'on a franchi un cap parce que on a appris à se connaître et on a appris à jouer ensemble. Cette année, on attend de voir. On sait pas. Je pense que oui, forcément, on passera des caps et on sera amené à être de plus en plus étoffé dans notre jeu, mais on verra dans la saison. Nous, on est très centré sur le contenu. D'accord. Très centré sur le contenu. Donc clairement, l'objectif pour le groupe, il est d'être ambitieux, d'avoir beaucoup d'audace dans tout ce qu'on fait. Est-ce que déjà, si on est capable de le réitérer, d'avoir l'état d'esprit, la fraîcheur qui le permet et la volonté qui le permet. Parce qu'aujourd'hui, on est un sport d'ambition. Aujourd'hui, à 7, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avoir du potentiel, c'est pas suffisant. C'est un sport d'expérience. C'est un sport qui demande à vivre beaucoup les tournois, les différentes dynamiques. On va avoir quand même 10 matchs à chaque fois, donc ça va nous permettre d'avancer. Et bien sûr que ce format, il est quand même changeant, parce que ce qui est en ligne de mire, c'est ce championnat du monde qui va commencer à partir d'Hong Kong au mois d'avril. Donc beaucoup d'ambition et d'audace sur toutes les tournées, mais en gardant en point de mire le fait que la belle bagarre va continuer, va recommencer du moins, ou continuer, ou être de plus belle au mois d'avril. Là, forcément, on a une poule et direct 4 équipes costaudes, donc on n'a pas le droit d'avoir des passages à vide. Et en plus, il faut finir les 2 premières de poule, sinon on passe pas les phases finales. Donc c'est sûr que ça va être hyper différent, hyper challengeant pour nous, parce que on était quand même pas habitués, mais ça nous arrive d'avoir des passages à vide sur les premiers matchs de poule. Donc là, il va falloir rentrer dedans dès le départ. Et on l'a entendu, hein, dans les mots de Lily Dezou et de son entraîneur Romain Huet, envie de contenu, envie d'ambition. Le potentiel ne suffit pas, hein, pour justement performer sur le circuit mondial de rugby à 7. Marie-Louise, concrètement, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour ces Bleus qui ont démarré très fort, mais ont mal terminé? Oui, bah, je pense qu'on peut s'attendre déjà de la confirmation parce que l'année dernière, on partait sur un nouveau cycle vraiment. Par rapport aux autres équipes, on a quand même lancé 14 nouvelles joueuses C'est énorme.
très très jeunes, parce qu'elles avaient entre 18 et 20 ans. Hein. Donc vraiment la prochaine génération, la prochaine grosse génération du rugby. Et c'est fou qu'on en ait autant. Donc ça fait plaisir, parce qu'il y en a d'autres derrière hein, quand même. Donc on en a lancé 14. Cette année, on aura seulement 2 additions. On en reparlera après. Donc il y a de la continuité. Il y a de la continuité. On avait fait un très bon début de saison avec ces jeunes qui étaient encadrés par des joueuses très expérimentées. Hein. Et puis on nous attendait un peu au tournoi, hein. C'était le poste Paris. Paris avait été un vrai crève-cœur, donc voilà. On attendait la France au tournoi, on a répondu très bien sur 3 tournois et puis après, bah, on a joué un peu de la malchance du sport, hein. On a eu des blessés, on a eu Stéphanie qui s'est blessée, on a Ayane Jason qui s'est blessée, Camille Gracino aussi, qui sont vraiment des cadres, et des leaders. Camille, c'est le moteur de cette équipe de France, increvable. Elle reviendra, je vous le dis. Non, mais c'est des cadres, Marilou, hein, dont tu parles. Siofani, elle a été, c'était la serial marqueuse. Ayane Jason, elle Ouais, est en train de monter en puissance après un beau tournoi exactement. olympique. Et Camille Gracino, comme tu le dis, c'est le projet féminin et notamment de France 7, c'est toujours construit dans un fighting spirit un peu à l'irlandaise avec une énorme défense. Et Camille Gracino, elle incarne ça. Elle fait pas que ça, évidemment. Hein, elle Non, est mais ultra présente ballon en main, mais elle est au cœur du projet féminin. Bon, toutes ces joueuses, normalement, devraient revenir en janvier 2026 ou du moins normalement, ouais. début d'année. Donc, on a hâte qu'elles reviennent. Mais effectivement, ça a été un gros caillou dans la chaussure pour les Bleus. Hein. Très, très gros caillou parce que du coup, quand on lance autant de nouvelles joueuses, on aime qu'elles soient encadrées et surtout pour, commencer à matcher des équipes comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Voilà, c'était pas des conditions optimales, mais comme je dis, en général, c'est dans la difficulté qu'on forge les plus beaux diamants. On pense à Lily Dezou, hein, elle a commencé dans Ah une ouais. saison qui était très compliquée pour la France et elle s'est affirmée en 2 saisons. Elle se retrouve leader de l'équipe, potentiellement capitaine. L'année dernière, elle nous fait une saison incroyable, meilleure plaqueuse. Franchement, c'est Devant Irini, hallucinant. quoi. Devant Irini, hein, donc avec 97 plaquages. 97 plaquages, C'est vrai que quand on la voit, Lily Dezou, avec elle a l'air gentille, hein. toujours le sourire, les grands yeux, c'est vrai elle a un petit côté avec des grosses guillemets un peu Ouais. plus Barbie. Mmh. Et moi, elle me fait penser, elle a du Marjorie Mayence en elle un petit Oui, peu, tu sais. Ce exactement. côté, Très calme en dehors, par contre, sur le terrain, il n'y a voilà. pas de cadeau. Mais par contre, Exactement. et voilà, et c'est vraiment une joueuse qui est super importante. Et comme tu le dis, c'était la petite jeune qui Mmh? découvrait les Jeux Olympiques. Elle avait 19 ans, 20 ans Oui. maxi. Ouais, ouais, ouais. Et là, elle était capitaine. C'est ouf cette Exactement. histoire quand même. Donc ça montre bien aussi, qu'on fait confiance, aux joueuses de caractère. Voilà, qu'on leur parle pas d'âge, pour, citer un célèbre joueur de foot. Vraiment, chacune prend sa place dans ce projet, s'inscrit dans ce projet et voilà. Et ils montent quelque chose tous ensemble, tout ensemble. Voilà, on a eu des belles révélations. Je pense à Awa Tunkara l'année dernière qui a explosé, aux yeux du monde parce que bon, ceux qui suivent l'élite et j'espère que vous suivez l'élite 1, voilà, On savent, vous voit, on on vous vous voit. voit. Et le Super Seven féminin aussi. Eh oui. Exactement. Ça, c'est surtout là où elle s'est Voilà. révélée la saison dernière. Exactement et c'est aussi pour ça que c'est important le Super Sevens, hein. Ça permet de voir aussi ces clubs dans d'autres conditions et de revoir les filles dans du 7, ce qui est vraiment l'ADN du rugby féminin en France. Les filles commencent énormément à 7. Donc on a découvert une joueuse comme Awa sur la scène internationale, on a pu la revoir sur le Super Sevens. On va la retrouver cette saison, je vous rassure, mais c'était la révélation, une des révélations de l'année dernière. Donc voilà, avec, Alicia Christian, ce qu'on a vu plus souvent, parce qu'elle avait été là avant, elle s'était blessée. On se souvient à Vancouver, elle était sortie sur civière. Moi, elle faisait un gros tournant en plus, ça m'avait Réserviste hein, au JO, hein, Alicia, elle a fait toute la exactement. prépa. Hein. Donc voilà, là, elle va revenir fort, pareil, ça va très intéressant, très bon pied. Beaucoup d'abnégation en défense, parce qu'elle nous a rattrapé quelques coups, surtout qu'on il y avait plus Camille, parce que Camille, sa grande spécialité, c'est quand même le plaquage, Les courses de jusqu'au dans le but. 80 mètres et les plaquages par derrière. Voilà. Voilà, En Alicia, amont. elle a rattrapé quelques coups sur les côtés, voilà. Elle nous en a marqué beaucoup aussi des essais, donc Meilleure marqueuse hein, française, ouais. exactement, donc vraiment, des joueuses très complètes. Est-ce que je vous montre la compo de Dubaï en même temps Ouais, ou? Ça peut être on peut basculer intéressant. sur la compo, Marilou, effectivement. Tu as bien Ouais, raison d'en parler parce que tu parlais de ces changements de statut. On en parlait de Lily Dezou, Alicia ouais, Christian, qui est un peu la serial marqueuse. C'est une dynamiteuse un peu parce que oui, on parle des absences de Jason, de Siofani, de Gracino. On peut parler aussi des absences de Johanna Grisé, de Serafino oui, Kemba, également de Chloé Jacquet, qui étaient des joueuses impactantes et qui, la saison dernière, étaient basculées sur le projet du 15 de France féminin pour la Coupe du Monde. oui, Donc,
c'est quand même des joueuses, Serafino Kemba quand même, Johanna Grisé, c'était d'autres dynamiteuses de défense, elles n'étaient pas avec le 7. C'est dire quand même d'assurer un top 3 mondial à l'issue de la phase régulière avec toutes tes stars, avec toutes tes stars qui sont absentes et avec que des jeunes. Alors, elles découvraient pas le 7, ces joueuses. Elles étaient sur l'académie olympique qui avant était gérée par Romain Huet, parce que Romain Huet n'était pas le coach durant les Jeux olympiques. Il a démarré aussi, lui, sur le circuit mondial en tant que sélectionneur la saison dernière. C'est quand même assez exceptionnel. Et on parle de Lily Dezou pour ce changement de statut, mais tu vas en parler dans la compo. Il y a d'autres joueuses aussi qui sont basculées de joueuses pas forcément leader à leader. Oui, parce que de toute façon, on va parler quand même des leaders qui restent, parce que les pauvres, Il y en a plein, elles sont toujours Mais là. oui. Donc on a Valentine Lotos, pareil, qui prend du galon, qui était déjà quand même une joueuse importante en France, dans l'équipe de France. Donc là-dessus, c'est confirmé. Lou Noël Rivier aussi, je pense qu'il fait une saison, je pense qu'elle a step up un peu là dans sa saison, qu'elle a pris une autre dimension l'année dernière et que là, ça va se confirmer dans sa lancée. J'ai l'impression qu'elle a pris vraiment confiance et pleinement conscience de ce qu'elle apportait à l'équipe. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis, toujours Carla Nessen, elle est là. Donc, c'était la co-capitaine au JO. C'est une valeur sûre. Elle a été faire aussi la Coupe du Monde à 15. Parce que voilà, les doublettes, voilà. Donc, c'est une joueuse qui est importante dans chaque collectif où elle passe. Et c'est bien qu'elle soit toujours là aussi pour continuer à guider nos petites pépites en devenir. Donc voilà, donc là, on voit la composition. Il y a Kelly Arbet aussi qu'on avait vu l'année dernière à 7, qu'on a vu aussi à 15 beaucoup sur le 6 Nations, qui est aussi très jeune, elle a une petite vingtaine d'années. Alicia Christians, on en a parlé. On va avoir du coup 2 additions avec Anaïk Conny du Stade Rochelet, donc coéquipière de Valentine Lotos. Et on a également la joueuse de Bobigny, Mariama Tandiang. Alors pour l'avoir vue, parle-nous un peu de ces pépites, Marie-Lou, parce qu'on les connaît pas. En fait, c'est les deux joueuses qu'on va découvrir dans cette équipe de France. Du coup, on en a parlé aussi avec Lily. Et puis nous, comme on a dit, on a été à Marcoussis avec Antoine Saillant. Coucou Antoine. Notre photographe Notre photographe, exactement. Et déjà, elles s'inscrivent bien dans le plan de jeu. Donc, sur le coup, on les remarque parce que nous, on sait qu'elles n'étaient pas là avant. Mais Mariama, beaucoup de gaz. Beaucoup de gaz dans des petits espaces, ça va donner des duels très, très, très intéressants. Et Anaïk, techniquement, très complète. Techniquement très complète. Je pense qu'elle va être très polyvalente, qu'on va pouvoir l'utiliser sur plusieurs positions. Donc, et un Mariama, peu la Yulen Liango de l'époque. Exactement, vraiment, c'est vraiment ça. Une petite dédicace à Yulen. Comme ça. Et Mariama, je pense, il y a les qualités de vitesse, mais il y a surtout des qualités d'explosivité. Donc, au ras des rocks, en 9-10, ça peut être... ça va être intéressant. Ouais. Moi, je pense que voilà, ça va apporter du moulin. Puis, comme je l'ai dit, c'est une joueuse de Bobigny comme Awa. Elles viennent aussi de la même formation, c'est-à-dire qu'elles ont fait les mêmes clubs. Elles ont commencé ensemble aussi en section. Voilà. Elles se connaissent parfaitement. Voilà, elles se connaissent bien. C'est vraiment la même formation, la formation du 93. On en reparlera un jour et puis on va saluer celui qui les a un peu lancés, Kevin, qui est notre coach au Racing. Donc voilà. Ouais, ça fait son bon travail. Non, mais il faut parler on commence à avoir une formation en France sur le rugby féminin, ce qui a pris du temps. Donc faut aussi le mettre en avant. On avait beaucoup de filles qui commençaient à la fac. Maintenant, on commence en école. Romain Huel a dit, l'expérience est ultra importante à 7, il faut jouer des tournois, c'est vraiment un sport d'apprentissage, c'est une discipline tellement compliquée, vous pouvez passer effectivement d'une 3e place mondiale à une dernière place sur un seul tournoi, c'est absolument cruel mais aussi excitant. Antoine, j'ai l'impression que cette équipe, elle est en construction, LS c'est pas tout de suite les Jeux Olympiques 2028, franchement c'est intéressant ce groupe. Qu'est-ce que tu attends un petit peu même sur le plan du jeu de cette équipe de France? Déjà, pour reprendre un petit peu les mots de l'entraîneur Romain Huet, ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est que ce groupe, en une saison, il a déjà vécu tout ce qu'on pouvait vivre en rugby à 7. Il a vécu des performances, parce qu'il y a eu un début de saison qui a été quand même assez exceptionnel, avec des médailles de bronze et des victoires, notamment je pense à celle contre l'Australie en 3e place à Cape Town à l'arraché. Donc là, on a toujours un groupe qui s'est dépassé pour aller chercher des objectifs. Et puis à côté, un groupe aussi qui a vécu des déceptions, avec une fin de saison un peu plus mitigée, et
et ces dernières passes à LA qui forcément laissent un peu des traces. Donc ça pour l'expérience, c'est déjà énorme. En un an, ils ont déjà tout gagné en termes d'expérience. Donc maintenant, effectivement, ça va servir à construire pour la suite. On a des joueuses qui reviennent aussi, qui sortent de la Coupe du Monde à 15, tu dirais Marie-Louise, donc qui vont amener un nouvel élan qu'on n'avait peut-être pas forcément sur la fin de saison. Donc voilà, on va voir comment ça évolue. Alors forcément, aujourd'hui, quand on regarde l'Australie, la Nouvelle-Zélande, il y a encore des joueuses un peu plus expérimentées qui vont être peut-être un peu inatteignables, même si sur un match on ne sait jamais ce qui peut se passer. En tout cas sur les tournois complets ça peut peut-être être difficile. Par contre aujourd'hui pour cette équipe il faut vraiment aller chercher ce top 3 et tenter de s'y maintenir le plus possible parce qu'on a vu l'année dernière qu'elles étaient capables. Il va y avoir aussi des joueuses qui vont intégrer en cours de saison, mais voilà, en tout cas on est plutôt optimiste sur leur manière qu'elles vont avoir de se relever. Ouais, la base est là, hein, mais ouais. Va falloir rester troisième, mais derrière, je pense pas qu'elles vont nous attendre. Ouais, effectivement, Marilou, moi je vois l'heure qui tourne, on pourrait parler de rugby à 7 pendant Ouais, des heures, c'est c'est dur. génial. Mais les féminines de France 7, on sait qu'elles vont nous faire une belle saison, un peu de plus de régularité pour qu'elles soient récompensées aussi, Ouais. parce que la 8e place, on le dit à Los Angeles, c'est pas du tout leur place, c'était Non. pas du tout mérité. Pour compléter un petit peu ce top 8 du Sevens 1, Mhm. Marilou, 3 équipes peuvent venir troubler un peu l'hégémonie néo-zélandaise et australienne avec la France, et il y en a 2 autres qui semblent un petit peu partir dans l'inconnu. Exactement, hein, on l'a dit, le podium, il va valoir cher, donc forcément, vont essayer de sortir les Françaises de là, parce qu'on a dit que les autres étaient un petit peu au-dessus. Il y a le Canada déjà qui, qui aime bien nous mettre des bâtons dans les roues en rugby, c'est vraiment nos meilleurs ennemis, je pense. Vraiment, on est peut-être au-dessus sur le papier en général, mais sur des matchs importants, elles ont tendance à nous faire tomber. Voilà, donc je reparlerai pas de voilà. Mais voilà, elles sont capables du meilleur, mais elles sont capables du pire aussi. Et c'est là où on a été peut-être plus régulière qu'elles, au moins sur la saison. Et donc, on s'est retrouvés devant sur. Voilà. Mais elles ont des joueuses vraiment très talentueuses. Je pense à Eja Hogan Rochester. Hein, c'était 157 points marqués, ses meilleures réalisations, donc 25 essais. Donc, on n'est pas sur du Tegan Levi, mais c'est quand même assez C'est incroyable costaud. parce que l'autre, c'est un ovni en fait. Faut pas la compter. Sur Maddy Levi. Oui, Non, Attention, parlons pas pas, on a confondre déjà ça. tout dit, Asia Hogan Ouais, c'est ça. Rochester. Mais voilà, Eja et ses petites paillettes, hein, si vous l'avez pas vu pendant la Coupe du monde de rugby, bah, vous reverrez ces paillettes sur le circuit. Vous verrez, vous allez la reconnaître tout de suite. On a des grosses absences, hein. On n'a pas Olivia Apps, La capitaine, ouais. voilà, capitaine, donc assez étrange. On a des blessés aussi, donc ouais, pas mal de cadres blessés du côté du Canada, donc ça va un peu les handicaper, mais bon, c'est quand même les vice-championnes olympiques en titre, hein, donc voilà, ça ne se galvaude pas. Ça ne se Ouais, il y aura Merci de galvaude le pas. rappeler. Ouais, c'est important de le dire, 4 médailles d'argent à Paris 2024 qui seront là, il y aura 2 débutantes, t'as quand même Charity Williams qui Je sera là croyais qu'on parlait aussi. pas de Paris. Non, je rigole. Non, mais elles ont fait leur tournoi, les Canadiennes, et C'est franchement, clair. Non, c'est franchement, clairement, on peut dire qu'il y a une sorte de top 4 un petit peu qui s'est instauré depuis maintenant oui, quelques années sur le circuit féminin. T'as la Nouvelle-Zélande, Australie, et puis pour la 3e place, t'as le Canada et la France qui se bagarrent. Donc ce sera un candidat sérieux. exactement. Exactement. Et de toute façon, pareil, on va rester sur le continent américain, les Américaines. Enfin, ouais, nous, on dit ça comme ça, mais voilà. Les joueuses des États-Unis qui sont aussi en embuscade derrière. Donc, il n'y a plus d'Ilona Maher, hein, ça fait 2 saisons quand même qu'elle est vraiment passée complètement à 15. Mais bon, on va retrouver Ariana Ramsey, 145 points, 29 essais marqués. Donc voilà, vous parlez Ça va vite déjà. aussi. Voilà, ça va très très vite, c'est très dynamique, c'est très dur au mal. On va avoir l'absence de la rookie de l'année dernière, la meilleure joueuse, la révélation de l'année dernière à 7, on va le dire comme ça. Du coup, Nayat Oliver, qui a signé à Bordeaux. Voilà, donc elle joue dans le championnat français. Elle sera peut-être au Bordeaux 7 en fin de saison, on sait jamais. Peut-être. Elle peut peut-être intégrer l'équipe, Voilà, c'est clair. elle nous réservera peut-être des petites surprises. En tout cas, elle sera au moins pas sur Dubaï. Voilà, bon, et puis il va y avoir aussi l'absence de Kelly Canet, hein, et Alena Olsen aussi, voilà, qui étaient des joueuses quand même taulières de cette équipe, qui vont énormément manquer, surtout Alena Olsen qui bottait, qui est un vrai bulldozer. Franchement, elle était présente dans tous les compartiments du jeu. Donc
Dans la construction, ça va peut-être être plus compliqué pour les États-Unis que pour le Canada et ses blessés. Des blessés, ça revient. Voilà, au niveau des États-Unis, plus délicat. Ensuite, on a le Japon. Bah, le Japon, moi, j'aime bien le Japon, hein, j'aime bien le jeu du On les Japon. aime bien, les japonaises. Mais oui, C'est un jeu chouette à regarder, bien sûr. mais elles font une meilleure fin de saison l'année dernière que leurs 2 dernières saisons, je dirais même. Vraiment, je vais aller jusqu'à dire. Mais le problème, c'est qu'il y a peine à confirmer dans la durée, en fait. Et je pense que c'est peut-être structurel plus que dans l'équipe parce que c'est toujours plus ou moins les mêmes choses. Le groupe change pas vraiment. Il y a un bon état d'esprit, mais après, c'est peut-être plus, je sais pas, moi je pense que c'est peut-être dans la façon dont leur fédération est construite. C'est pareil, elles ont une équipe masculine qui a du mal à repartir aussi. Donc les problèmes sont peut-être pas au niveau de l'effectif. Ça, on verra, mais voilà, ça fait 3 équipes qui sont capables de nous challenger, mais voilà, qui ont besoin de trouver les cartes pour le faire. Enfin, si elles les trouvent pas, je me plaindrai pas, hein, personnellement. Et après, derrière, Marilou, on a 2 autres équipes où là, c'est pareil. Ça peut faire des belles choses, mais ça semble quand même être un petit peu plus trouble, hein. Ouais. Bah, déjà, on retrouve les Fidji, hein, on est dans le rugby à 7, donc forcément, on retrouve les Fidjianas. Heu, c'est compliqué leur saison, en fait, parce qu'elles sont capables de coups d'éclat. On les a vues à Vancouver, 2e place à Vancouver. C'était incroyable. Elles font 3 quarts sur les 3 derniers tournois, donc comme le Elles Japon, elles terminent très finissent bien, très, hein. très bien. Mais souvent, c'est très fragile. C'est très disparate, c'est des exploits individuels. Voilà, et puis elles avaient eu des petits soucis pareil au niveau du coaching, donc il y avait eu des changements aussi, et c'est peut-être pour ça qu'elles finissent mieux. C'est qu'il y a eu des changements en cours de saison, et j'espère qu'elles sont sur une lancée. Et que du coup, le fait que ce soit aussi resserré à 8, ça va leur permettre voilà, de matcher vraiment au niveau tout le temps. Et puis ensuite, on a aussi la Grande-Bretagne. Alors là, c'est le gros point d'interrogation. Là, on sait pas quoi dire. On On va ne dans sait le pas quoi flou. dire. C'est vraiment le flou. Alors, en dessous, on verra tout à l'heure, il y a pire, mais on ne sait pas. On n'a pas trop d'infos à vous donner parce qu'il n'y a plus d'infos de disponibles. On ne sait pas ce qui va se passer. Les joueuses n'ont plus de contrat à plein temps. Elles ont des contrats un peu à l'abonnement. C'est Basic Fit, en fait. Oh, le terrible. non-respect, Non, mais je suis c'est désolée. moche. On les respecte Ouais, pas beaucoup non ouais, plus. faut dire les choses. Hein, Non, mais la le programme a Grande-Bretagne, été changé. exactement, Antoine, t'as raison. Le programme de rugby à 7 de la Grande-Bretagne qui avait rejoint justement parce que aux Jeux Olympiques, c'est pas l'Écosse, le Pays de Galles et tout, c'est la Non, Grande-Bretagne qui représentait. exactement. Donc ils avaient intégré la Grande-Bretagne sur le circuit mondial à la demande de World Rugby pour respecter un peu le processus de qualification olympique. Là, la Grande-Bretagne a décidé d'arrêter son programme, au Exactement. même titre que l'Irlande. Donc on ne sait pas trop c'est vraiment quel joueur et scandaleux. joueuse il va y avoir. C'est vraiment scandaleux par rapport aux joueurs et aux joueuses, hein, parce qu'on pense directement à eux, parce que c'est eux qui sont touchés en premier lieu. C'est quand même assez inexplicable de dire qu'ils vont participer à un top 8 mondial face à des équipes qui vont avoir tous des contrats, qui vont s'entraîner toute l'année pour ça, pour ces événements, et eux en fait ils vont juste se rassembler sur des stages et on va bricoler une équipe juste pour les tourner sans avoir une préparation continue. Donc en fait déjà tu pars avec un énorme déficit, un énorme désavantage par rapport aux autres équipes, et alors, franchement quand on a vu la nouvelle, je sais plus quand c'était tombé, mais on a tous été un peu surpris de ça. Comment aujourd'hui tu peux rivaliser sur un alors, on va voir, hein, on va peut-être avoir des surprises, mais j'y crois vraiment pas. Tu peux pas rivaliser aujourd'hui sur un top 8 mondial quand on connaît les exigences du rugby à 7 quand tu t'entraînes pas avec les mêmes armes que les autres équipes. Donc la Grande-Bretagne, Marie-Lou, sur le tableau féminin, c'est point d'interrogation, c'est pas trop à quoi s'attendre. Mais en tout cas, je crois qu'on est plutôt complet sur les filles là, avec beaucoup d'informations. Moi, j'espère quand même qu'on va venir un petit peu gratter ce top 2, que ce soit les Françaises, les Canadiennes, les Américaines, mais même les Fidjiennes, parce qu'elles sont capables de faire des belles choses. On rappelle qu'elles ont été médaillées olympiques à Tokyo. Hein. Oui. Il faut le rappeler, les Fidjiennes, elles avaient fait un gros tournoi, donc elles sont capables. On a hâte de voir en tout cas ce tableau féminin à l'œuvre dès ce week-end au Dubai Sevens. Pour les hommes, Monsieur Poussin, on va se concentrer également sur le Sevens. Il est chaud, je le vois qui trépigne, il a les crampons aux pieds, là, il est prêt. Parce que pour les mecs, c'est costaud. C'est tellement costaud les garçons. Regardez ce qui vous attend. J'ai l'impression que tout le monde peut gagner ce titre mondial et on a quand même 4 favoris qui se dessinent.
Ouais, complètement. Bah, si on regarde la saison dernière, voilà, on a. Alors, faut pas prendre forcément le classement final parce qu'on l'a dit, ça se jouait sur un tournoi et on a eu quelques surprises. Mais si on prend la saison régulière, effectivement, aujourd'hui, Argentine, Fidji, Espagne, Afrique du Sud, ça va lutter pour le top 4. Moi, j'ai envie quand même de commencer par l'Afrique du Sud parce que je trouve ça assez exceptionnel quand même ce qu'ils ont réussi à faire la saison dernière. Ils sont arrivés à Los Angeles, ils étaient 4e du classement général et encore, ils récupèrent la 4e place au dernier tournoi à Singapour en profitant d'une contre-performance de l'équipe de France. Et derrière, ils arrivent à LA, ils roustent tout le monde et ils arrivent à décrocher le titre. Et c'était quand même assez surprenant de les voir à un tel niveau. On les attendait Donc pas. franchement, ils nous ont énormément surpris, sachant que à Hong Kong et Singapour, juste avant, ils avaient fait quand même une 9e place sur le tournoi, sur 12 équipes, ce qui était quand même très moyennasse. Quand on sait qu'il y avait des équipes qui étaient absolument performantes, comme l'Argentine ou comme l'Espagne, par exemple, ou les Fidji aussi, qui étaient en pleine bourre à ce moment-là. Et donc, ouais, ils arrivent à LA, 3 sur 3, ils tapent tous les favoris, et à la fin, ils gagnent contre l'Espagne en finale. Donc, franchement, c'était vraiment un gros coup de chapeau à eux, surtout qu'ils n'avaient pas gagné de titre en Seven Series quand même depuis 2018. Donc, ça datait un petit peu. Il y a eu quand même la médaille olympique de bronze, hein. C'est quand même un groupe qui monte en Ouais. puissance. On sentait qu'il manquait des connexions, mais franchement, l'équipe sud-africaine, même la saison dernière, c'est quand même épais, hein. Il y a des joueurs quand même de grosse qualité, hein. Ouais, complètement. Et ce qui va être aussi ultra intéressant, c'est que là, ils vont avoir un groupe quasiment reconduit pour la première tournée avec 11 joueurs quand même qui ont été champions à Los Ouais, c'est Angeles. énorme. Donc là, on est vraiment sur de la continuité. Alors, il va manquer un peu le papa de cette équipe, Siwe Soizwapi, qui est là quand même depuis quelques années. Mais à côté, quand on regarde l'équipe, franchement, c'est du très, très, très solide. Selwyn Et, Davids, et ça va pas être Shilton un cadeau parce Barwick. qu'en plus, on va les prendre dès les matchs de poule. Donc ça, c'est cadeau pour l'équipe de France. Et puis, mais dès les matchs de poule, on aura aussi l'Argentine. L'Argentine, quand même, qui sort 2 saisons absolument monstrueuses, qui finit 2 fois champion de la Ligue, pas champion du monde, on précise. Mais La Ligue. voilà, mais les Argentins, Saison au final, régulière. voilà, donc c'est une équipe, donc bah forcément quand on va dans ce sens-là, qui est ultra régulière sur la saison, qui arrive à enchaîner des performances de haut niveau, et ils ont remporté quand même 3 tournois la saison dernière, mais malgré tout, ils n'ont toujours pas remporté un titre de champion du monde sur le Seven Series. Donc là, ça commence un petit peu, je pense, à trépigner d'impatience, hein, pour nos amis les Pumas. Et cette année, je pense qu'on va avoir une équipe qui va encore avoir plus la hargne que jamais. Voilà, quand on regarde un petit peu la saison dernière, c'est quand même 142 essais, 880 points marqués. C'est la meilleure attaque du Seven Series sur l'ensemble de la saison. Donc c'est quand même très costaud. Et puis là encore, on a de la continuité avec un groupe quasiment inchangé par rapport à la saison dernière, notamment la présence des cas de Marcos Moneta, Luciano Gonzalez, qui ont fait partie de la Dream Team de l'année. Luciano Gonzalez qui termine le meilleur joueur de la saison. Donc là, ils seront là bien en force. Malgré tout, on a quand même quelques absences qui ont été comblées par des jeunes. On va voir quelles pépites un petit peu vont sortir. On a notamment Mathias Osadjo qui a signé à Colomiers en Pro D2, qu'on a la chance de voir. Voilà, il a signé dans le meilleur championnat du monde, c'est ça que tu as envie de dire, Arnaud? Moi, je ne dirais rien. Je resterai muet sur ça, mais effectivement. Et en plus, il y a Van qui joue dans ce championnat, donc je glisse juste ça. En plus, mais voilà, en tout cas, il s'éclate aujourd'hui sur les pelouses de Pro D2. Agustin Fraga, Tobias Wade qui seront pas là non plus, et puis Germain Schulz qui était quand même lui aussi un papa de cette équipe qui a pris sa retraite internationale à la fin de la saison. Donc voilà, quelques absences d'expérience, mais on reste quand même aussi sur une équipe très très solide, et comme le dit, qui va attaquer la saison tambour battant, parce que ce titre de champion du monde, ça fait vraiment 2-3 ans qu'ils le veulent vraiment, qu'ils enchaînent les grosses performances. Maintenant ils demandent qu'à tomber, et là le fait que ça soit en plus sur 3 tournois, ça risque un petit peu quand même de les avantager en fin de saison, parce qu'ils aiment bien ce côté régulier quand même, nos amis argentins. Et puis on va enchaîner bien sûr avec les Fidji, toujours présents, hein, qui sortaient d'une saison post-olympique où pareil, là il y avait eu la déception quand même de ne pas avoir raflé un 3e titre olympique. Mais là, bon bah tant pis, hein, on a fait le taf. Hein. Écoute, là, il y a eu une finale qui s'est jouée. Hein. Voilà, il y a une super finale qui s'est jouée. La saison dernière, pareil, hein, ils ont voulu attaquer très fort. Ils avaient gagné d'ailleurs dès le premier tournoi à Dubaï, donc ça lançait quand même leurs intentions. Ils ont fait une saison, on va dire, plutôt correcte. Hein. Ils terminent quand même 2e au classement général. Malgré tout, pour eux, il y a une contre-perf à LA.
voilà, où Dernier. ils sont passés complètement à côté, dernière place, c'était quand même assez surprenant. Alors après, ils avaient beaucoup d'absents quand même sur cette finale, je vais en parler, il y a quelques retours quand même importants. Mais là aussi, on n'a pas de titre en Seven Series depuis 2019 pour les Fidji. Quand on connaît l'importance et l'historique de cette équipe qui a quand même été toujours sur le haut de tableau, bon, ça va commencer un petit peu aussi à manquer. Il n'y a pas eu de titre olympique non plus. Voilà, il va falloir se remettre un petit peu la tête à l'endroit. Et puis, donc on va quand même avoir des retours qui vont les aider dans ce sens, avec notamment Talakolo, Bukayalo, Georges Bossé, qui a été parmi les rookies de l'année dernière, qui n'avait pas pu faire la finale, et puis également Nadou Valo. Le gros absent pour les Fidji quand même, qui est pas des moindres à noter, c'est Joji Nasova, qui a terminé co-meilleur marqueur et meilleur réalisateur de la saison dernière, voilà, qui a été absolument stratosphérique sur chacune de ses sorties. Mais aujourd'hui, mais comme beaucoup de joueurs dans le Pacifique, ils choisissent de s'orienter vers le rugby à 15. Il y a la Coupe du Monde en Australie aussi qui va pas tarder à 15. Donc il y a des joueurs qui choisissent ce chemin. Donc Joji Nasova fait partie de ces éléments-là. Il a décidé de rejoindre les Fidjians droit en Super Rugby. Et puis là, en plus, il vient d'être sélectionné avec les Fidji à 15. Il a participé au dernier match là, contre l'Espagne le week-end dernier. Donc voilà, il est parti sur un autre projet. On va voir, ça risque de manquer quand même à cette équipe fidjienne, parce que c'était vraiment lui l'année dernière qui portait quand même cette équipe pour faire les plus grosses différences en tout cas. Ils vont nous sortir quand même une petite pépite d'un des villages fidjiens. Ils vont encore nous sortir d'un autre joueur avec des qualités exceptionnelles, des offloads, des schistés On verra bien, ouais. Ça va quand même être costaud pour les Fidjiens. Bon, il y a quand même un dernier favori, Antoine, et ça c'est important qu'on en parle, et on salue justement à l'occasion notre espagnol, franco-espagnol, citoyen du monde, José Edo au passage, qui les connaît bien, ces Espagnols. Les Espagnols, on les attendait pas à ce niveau la saison dernière, ils nous ont régalé quand même. C'était assez exceptionnel dans leur saison, et là je suis vraiment curieux de voir s'ils vont pouvoir enchaîner. Ce qui est très intéressant aussi avec l'Espagne, c'est qu'ils vont avoir un groupe quasiment inchangé, donc voilà, ça risque d'amener de la performance, même si l'année dernière malheureusement ils n'ont pas été récompensés, ils n'ont pas réussi à remporter leur premier tournoi en Seven Series, mais voilà, ils ont quand même fait 3 médailles sur les 6 tournois qualificatifs, une finale quand même à Los Angeles sur l'étape finale, où ils sortent une phase de poule devant l'Australie, les NZ, les Fidji. C'est énorme. Donc comme ça. C'est la plus belle saison de l'Espagne. Hein. C'est la plus Franchement, belle saison de l'Espagne. c'était absolument royal. Et le pire, c'est qu'ils sortaient d'une saison à Madrid où ils ont dû sauver leur peau à Madrid, et ensuite ils sortent cette saison-là, quoi. Ils s'étaient maintenus à Madrid, ils étaient en barrage, et là ils se retrouvent deuxième mondiaux, vice-champion du monde. C'est dingo. Énorme travail de Paco Hernandez, hein, l'ancien joueur qui est devenu coach, qui fait un énorme boulot. La fédération espagnole qui a mis énormément de budget, puisque maintenant ils ont un centre d'entraînement du côté de Malaga, justement où l'équipe de France A7, on en parlera après, a joué dans ce mois de septembre. Le projet espagnol, il est costaud, Antoine. Ah, il est vraiment costaud, et donc ça fait plaisir en tout cas d'avoir une équipe européenne qui reperforme aujourd'hui, parce que c'est vrai que maintenant on a l'équipe de France, l'Irlande a disparu de la circulation, la Grande-Bretagne c'est en train de plonger, donc en fait aujourd'hui on a un petit peu les seuls à rivaliser sur le circuit mondial sur du très haut niveau en termes de rugby à 7. Donc c'est bien d'avoir aussi l'Espagne effectivement qui est présente et qui amène cette visibilité au rugby à 7 européen. On va être encore plus chauvin que la France. Exactement. Européen. Et puis la récompense aussi, hein. En plus voilà, la étape à Valladolid, hein, donc j'allais te dire, la récompense en plus pour eux, c'est que forcément la performance amène de la récompense, et donc la récompense pour eux, ils avaient eu déjà Madrid en 2024, et là cette année ils auront Valladolid où on va s'éclater également. Et les connexions sont sur le terrain du circuit mondial, mais également entre les membres de l'équipe de Sevens Rugby, vous l'avez vu, on est tous connectés. Bon, on va basculer sur en dessous du top 4, il y a nos Français, 5e de la saison régulière, vous le voyez à droite de votre écran, et 5e également de cette grande finale à Los Angeles. Marilou, tu as rencontré le capitaine Paulin Riva et l'entraîneur Benoît Babi, également au Centre National du Rugby à Marcoussis, toujours en compagnie de notre Owen Falafel, pardon, fallait pas le dire, Antoine Saillant, notre photographe emblématique, et eux aussi ils nous parlent de la saison dernière et ils se projettent également sur l'exercice à venir. Regardez bien, on les écoute. 5e mondial, ça fait partie des meilleures saisons du rugby à 7, donc il faut continuer à travailler et à progresser pour aller chercher ce qu'on veut tous, c'est être sur le haut d'affiche et se requalifier pour les Jeux Olympiques. On a quand même fait une saison assez mouvementée, où on fait 2 belles finales, même si on n'arrive pas à remporter de tournoi. On a un groupe qui s'est rajeuni, qui s'est reconstruit avec un nouveau staff aussi.
Donc on est vraiment sur une belle progression, je trouve. Si je cible plusieurs points, le premier, c'est l'état d'esprit des joueurs. Je les ai trouvés vraiment fraternels et combatifs tous ensemble. Je trouve qu'à chaque fois qu'on a maîtrisé ce qu'on voulait faire, on a mis en danger les équipes. Mais on s'est raté sur certains moments, des gestion des émotions, sur des petits détails en attaque, en vouloir être trop pressé de marquer des essais, des choses comme ça. Donc on a essayé de travailler plus la psychologie sur la maîtrise des process et les principes qu'on veut mettre en place pour se développer et voir après qu'est-ce qu'on rajoute à l'intérieur des différents cycles qui vont arriver après les tournois de Dubaï et de Cape Town. On va dire qu'on a un groupe qui est un peu scindé en deux, avec des joueurs qui ont beaucoup d'expérience et d'autres qui ont à peine un an de rugby à 7 sur le circuit mondial. Donc on est en train d'échanger, de trouver nos marques, de trouver nos connexions. C'est top, on a envie de voir arriver on va dire, de nouvelles pépites, hein, de joueurs français qui ont envie de décrocher un titre mondial, pourquoi pas, enfin, déjà performer sur le circuit et pourquoi pas s'inscrire aussi dans les Jeux Olympiques. Le format est complètement différent. Donc les 6 premiers tournois, ils servent à préparer pour les 3 derniers sur lesquels on joue le titre de champion du monde, le champion du World Series. Donc on est là aussi pour travailler, pour voir des joueurs qu'on veut intégrer dans l'équipe, qu'on veut développer. Ce qui nous tarde, c'est de se confronter surtout au top 8 mondial. Voilà, d'avoir finalement des matchs très très serrés à chaque fois. Quand on rate la poule là, à Dubaï, c'est sûr que voilà, c'est un sacré challenge. Et envie de s'imposer. Tout le monde va découvrir ce nouveau championnat, donc ceux qui s'adapteront le plus rapidement seront certainement au bout de la course. Ça s'annonce costaud. Qui sera au bout de la course, Antoine Poussin, de ce circuit mondial masculin? En tout cas, les Bleus nous ont réalisé une première saison la saison dernière prometteuse, avec une belle progression, aussi pas mal de jeunes joueurs. À quoi on peut s'attendre pour les Bleus, Antoine? Ouais, bah tu le disais, la saison dernière finalement a été assez régulière avec cette saison un peu de transition post-olympique. Un peu comme chez les filles, ça a quand même performé assez rapidement. Il y avait un tournoi avec où c'était pas passé loin contre des équipes majeures où l'équipe de France termine quand même 5e à Dubaï, et puis derrière quand même une médaille d'argent à Cape Town, donc ils avaient quand même bien enchaîné sur le début de saison. Derrière, si on fait un peu l'étendue complète, il y avait eu cette dernière place à Singapour qui fait évidemment un petit peu tâche, mais où il manquait aussi quelques cadres, et puis derrière on s'est quand même bien rebondi à Los Angeles en allant chercher la 5e place, donc c'est plutôt positif. Comme chez les filles également, 14 nouveaux joueurs testés quand même, c'est pas rien sur une saison, donc ça confirme qu'on est vraiment sur une année de transition, et puis des joueurs qui se sont révélés. Évidemment, je pense à Emo Arto qui finit donc rookie de l'année, donc c'est quand même assez exceptionnel pour sa première saison. Il y a aussi Simon Désert qui a vraiment crevé l'écran avec 12 essais marqués sur la saison, donc franchement, et puis Paulin Riva, on va pas quand même l'oublier, qui fait partie de la Dream Team de la saison, toujours là, le capitaine. Donc ça montre aussi que les anciens sont toujours présents, qu'il y a cette expérience, en même temps il y a des jeunes qui poussent et qui amènent leur talent, donc franchement on a de quoi quand même avoir une équipe complète, et puis ça s'est apparemment confirmé parce que selon nos informations, nos sources, le stage de Malaga qu'ils ont pu effectuer en octobre s'est très bien passé, où ils ont remporté plusieurs victoires contre l'Espagne, l'Allemagne et l'Écosse, donc franchement je pense qu'ils arrivent quand même avec le plein de confiance avant cette première tournée. Il y a quand même eu un gros turnover dans cette équipe. On a eu également un changement de staff. Pour les filles, Romain Huet a pris la succession de David Courtex, mais pour les garçons aussi, Jérôme Darret a laissé sa place. Il est passé manager de l'équipe de France masculine de rugby à 7, et donc du coup, c'est Benoît Babi qui l'a remplacé en tant qu'entraîneur sélectionneur. Ouais. C'est le plus gros turnover, je crois, dans un effectif masculin cette saison, Antoine, il me semble. Je crois. Quasiment. Ouais, ça doit faire partie des plus gros, mais ce qui est normal, après les saisons post-olympiques, de toute façon, chaque équipe repart sur une nouvelle année, des nouveaux objectifs. On a quand même un Super 7 aujourd'hui qui amène à voir des pépites qui explosent, une liste objectif 2028 aussi qui permet un petit peu d'organiser tout ça avec des joueurs suivis spécifiquement pour le 7 qui peuvent à tout moment intégrer cette équipe de France. Donc il y a tout un projet autour de ça qui semble porter ses fruits, en tout cas quand on voit aujourd'hui les pépites qui arrivent à arriver jusqu'à l'équipe de France. Oui, puis après, j'interviens, désolé. Je pense qu'aussi que l'année dernière, on n'a jamais vu autant de joueurs vus sur le Series ou qui ont débuté sur le Series aussi se retrouver en top 14, et y compris cette saison et en Pro D2. C'est montré aussi que les clubs ont pris la pleine conscience, encore plus qu'avant Paris, que ces joueurs sont des atouts. Je pense on a vu notamment
Célian Pouzelgue, bon, qui est encore très jeune, donc il joue pas tant avec Toulouse, mais il a quand même fait des feuilles de match. Bon, Jocelyn Bouillet, voilà. Mais il y avait aussi Joe Kere-Karaba, qui joue Ouais, énormément avec avec Toulon. Toulon. Avec Toulon, ouais. C'est voilà, Que les clubs. Grégoire Arfeuil, quand même, avec Oui, Pau, qui Grégoire, sort un début pardon, de mais saison absolument fou, Grégoire, il furieux, est tellement et inscrit à 15 qui qu'on s'en rend même était avec France 15 sur la préparation. mais c'est ça. Donc, Donc là, on a vraiment, on voit déjà que c'est des joueurs qualitatifs, reconnus dans leur club, etc., malgré leur jeunesse, mais qui sont aussi amenés à s'inscrire dans le 7 et que les clubs ont bien décidé de coopérer. On a peut-être envie d'aller chercher une deuxième médaille à Bah, LA. il y a vraiment, j'ai l'impression qu'on récolte un petit peu les fruits de tout ce qui a Oui. été mis en place justement pour aller jusqu'à ce titre olympique et cette médaille d'or que les Bleus ont gratté. Il y avait quand même, je crois, sur le groupe, il y avait quand même 9 joueurs qui issus de Oui. clubs professionnels. Et on le voit aujourd'hui, des Jefferson Lee Joseph, champion olympique, qui performe avec le. Bon, cette année, c'est un peu plus compliqué à l'USAP pour Jeff, mais la saison dernière, il a fait une belle saison. Ça faisait partie d'un des meilleurs marqueurs. Oui. Aaron Grandidier, qui a pleinement pris sa bien place sûr. avec Pau et qui là a été même appelé par Fabien Galtier dans le Oui. groupe du 15 de France. Donc, on a vraiment une synergie 7-15 qui est en train de se mettre en place, qui est encore un peu timide, mais qui est en train de se mettre en place. Et tu parlais, Antoine, de la liste Objectif 2028. Ça, c'est super intéressant parce que ça a été mis en place pour les JO de Paris 2024, mais ça a été pérennisé. C'est Ouais. 17 joueurs cette année, 2 clubs de top 14 et de Pro D2 qui sont susceptibles d'être mis à disposition par leur club pour l'équipe de France A7. Ils peuvent être libérés jusqu'à 12 semaines par an pour cette saison. C'est génial. On a quand même, comme tu dis, parlé de Grégoire Arfeuil, on a un Esteban Capilla qui écrase tout en top 14 Ah ouais. avec l'Aviron Bayonnais, Yerim Fall qui est costaud à Clermont, le champion olympique Nelson Épée. C'est quand même assez solide. Thémo Ah, il y a du Mathieu, beau moi monde. j'ai hâte de le voir, le joueur de l'UBB. Ah oui. Jefferson Lee Joseph, il y est encore. Ryan Rebadge, champion olympique. Varian Pasquet, champion olympique. Et j'en passe. Ouais. On a quand même un système qui est en train de se mettre en place avec un gros boulot de Jérôme Darrette derrière et de ses équipes pour justement placer le 7 là où il se doit. Donc c'est-à-dire que c'est un petit peu un laboratoire pour ces jeunes joueurs. Si on arrive à ce que les clubs de top 14, comme tu l'as bien souligné Marélou, s'embarquent dans ce projet, voilà, ça se rejaillit sur cette équipe de France A7 qui pour sa première saison remaniée sur le circuit, Antoine a fait quand même quelque chose de sacrément solide. Après, ce que disait Benoît Babi, c'était intéressant, c'est que la gestion des émotions, des émotions qu'ils doivent un petit peu gérer. Ouais, bien sûr. Et puis, dans tous les cas, on va le voir, comme on disait avec les filles tout à l'heure, il faut vivre tous les passages à 7, il faut vivre tous les scénarios possibles. C'est comme ça qu'on arrive à progresser. Et ce qui est intéressant, on va le voir avec la compo, c'est qu'on est sur de la continuité. On a vraiment des joueurs qui ont performé la saison dernière, qui sont encore là. On a des retours aussi importants, avec notamment Antoine Zegdar qui se reconsacre au rugby à 7 cette année. Et ça va être hyper important. Et puis quelques nouvelles têtes, on va le découvrir avec toi, Marie-Lou, si tu veux bien mettre la composition. Et donc là voilà, je parlais des retours, donc j'ai parlé d'Antoine Zegdar, on a aussi Ali Dabo qu'on avait commencé à voir la saison dernière qui revient, qui avait été blessé. Voilà, qui s'était blessé et qui avait quand même livré des performances assez impressionnantes. Et puis, mais aujourd'hui, des joueurs qui ont pris de l'expérience l'année dernière, donc Enaimo Arto, Simon Désert, Liam Delamarre, qui se sont vraiment imposés dans cette équipe. Célian Pouzelgue aussi qui revient. Les cadres, évidemment, indétrônables, Stéphane Parès, Paulin Riva, et puis Jordan Sefo maintenant, qui est un cadre maintenant de cette équipe, on peut le dire. C'est plus un petit jeune. Et puis, nous, surtout, on va observer aussi de très près les donc, deux débuts. Lucas Mignot, qu'on a, nous, l'habitude, qu'on connaît très, très bien maintenant, parce qu'on le voit depuis plusieurs années sur le circuit élite avec les 70s, multiples champions de France, qu'on a vu aussi énormément sur le Super 7, avec le Stade français tout d'abord, les Babas ensuite, et puis qui a enchaîné derrière. Il est passé vraiment par toutes les étapes. Lucas Mignot, il n'a pas grillé les étapes. Il a 25 ans aujourd'hui, quand même, donc il démarre, on va dire, un petit peu tard sur le circuit, mais il est passé par toutes les étapes. Circuit élite, le Super 7, l'équipe de France sur le rugby Europe, et puis maintenant place au grand, à découvrir le circuit mondial. Donc ça va, c'est une belle récompense pour lui, dans le style un peu à la Paul Riva, très gestionnaire, bon à la main, bon au pied, qui va pouvoir un petit peu organiser et chapeauter cette équipe. C'est un petit peu la succession peut-être de Paulin Riva sur les prochaines années, même si Paulin, tu n'es pas fini, rassure-toi, tu as encore quelques belles années devant toi. Indétrônable, Paulin Riva. Et puis l'autre nouveauté, c'est aussi Merlin Le Flamand, qu'on connaît peut-être un petit peu moins, qui est plus jeune, qui sort de la formation de Rouen et qui a signé donc à Montauban, qu'on a pu voir aussi sur le Super 7 cet été.
qui a aussi participé au championnat européen avec l'équipe de France A7. Lui, pour le coup, joueur plutôt solide, profil aussi aérien. Et donc, on va voir un petit peu comment ça se comporte également sur ses débuts. Alors, on verra s'il démarre dès ce week-end ou s'il démarre à Cape Town. Mais en tout cas, on a hâte de les découvrir. C'est bien aussi d'amener un petit peu de fraîcheur dans ce groupe. On a un joli mix quand même, Marilou, Antoine, dans cette équipe, un petit peu comme les filles. On a à la fois des cadres et des joueurs sous contrat avec la Fédération française de rugby, quelques novices, des joueurs qui découvrent, enfin qui vont jouer leur acte 2, on va dire, sur le circuit mondial. C'est aussi, comme le disait Paul Arriva à l'instant, une suite logique, une progression, à la fois pour le staff et pour les joueurs, ce groupe et cette nouvelle saison qui se lance. Exactement, les gens attendaient un peu de savoir si on allait se cracher en fait après ces JO, parce qu'il y avait toujours cet effet il y avait Antoine Dupont, n'est-ce pas? Donc on a prouvé qu'avec un nouveau groupe, en apportant une nouvelle dynamique, etc., il y avait quand même des résultats. On fait quand même une des meilleures saisons françaises, en fait, quand on regarde un peu tout ce que faisait la France jusqu'ici. Parce que, comme tu le disais, c'est le résultat d'un travail de fond, d'un travail de construction qui a été amorcé par Jérôme Darey et qui continue de piloter d'en haut. Et donc, on continue d'amener d'autres joueurs. Antoine Dupont, il avait amené peut-être de la sérénité, bon, tout son talent, hein, ça c'est indéniable. Il avait apporté quelque chose qui était très utile à cet instant précis pour que l'équipe de France soit championne olympique. Mais il n'est pas venu juste poser ses affaires. Il y avait quelque chose qui avait été construit, qui avait été préparé. Voilà, il est venu bonifier ce qui existait déjà. Et là, on a montré aux gens, voilà, il y en a qui se sont arrêtés. Antoine Dupont, il s'est blessé de toute façon, donc il risquait pas de revenir tout de Ouais, et suite. puis non, il peut pas. Il Non, est non, sous c'est contrat pas avec possible. Toulouse Oui. aussi. Hein, et Donc Oui, voilà, bien sûr. objectif de Coupe du Monde à 15 aussi. tout le monde nous Évidemment. attendait et on a lancé 14 jeunes qui ont éclaboussé vraiment le Ceris de leur talent. Voilà. Donc les gens ont été très impressionnés, pas que par Naemo, etc. Mais Ali Dabo, on l'a pas beaucoup vu, il a fait des actions. Ouais, solide. Pourvu qu'il Ouais, joue on a plus cette parlé- année, hein, On franchement. a parlé aussi d'Arfeu, Enzo Bemegal qu'on n'a pas cité tout à Exactement. l'heure, Oui. qui performe aussi aujourd'hui avec Vannes et qui avait matché pas mal la saison dernière. Matteo Garcia aussi, qui avait fait Oui. quelques apparitions et qui avait Ouais, été avec plutôt Toulouse, hein. plutôt performant, qui était notamment à la finale à Los Angeles, qui maintenant a signé à Toulon, qui Ouais. s'est consacré évidemment sur du 15, même s'il était déjà très important à l'UBB. Mais en tout Ouais. cas, voilà, c'est aujourd'hui il en est fait titulaire les à absents Toulon, hein. de la saison dernière, c'est des joueurs au final qui aujourd'hui performent à 15 et jouent quasiment tous les week-ends en top 14 ou en Pro D2. Et puis après, il y a deux absents sous contrat, William Iragua et Paul Leurette, qui seront pas là pour cette tournée, mais qu'on retrouvera sûrement plus tard dans la saison. Ouais. Donc, il y a un projet et quand un joueur se blesse ou quand un joueur arrête, en fait, il y a toujours quelqu'un pour prendre sa place. Et ça, c'est la richesse du rugby français à présent. Il faut qu'on continue à le cultiver chez les filles comme chez les garçons. Ouais, puis ce nouveau format, il est intéressant. Benoît Babi l'a pas dit là dans l'interview, mais il te l'a dit la semaine dernière quand tu l'as vu. Oui. Il y a aussi une gestion de l'effectif qui va être faite sur ces 6 tournois de qualification, puisqu'il faut se rappeler que tout est remis à zéro sur les 3 étapes finales du Sevens World Championship. Donc là, c'est l'occasion cette saison encore de lancer des joueurs, de les tester. Donc on va voir ces joueurs qui ne sont pas là, on va en voir d'autres. Il y a un gros groupe de près de 40 joueurs ciblés pour France 7. Donc on va les voir évoluer et débarquer sur le circuit mondial, sachant qu'on le rappelle quand même, ce n'est pas une saison de qualification olympique cette année, ce sera la saison prochaine. Donc cette année, c'est pas une saison à blanc parce que c'est un championnat du monde, c'est un titre de champion du monde, mais on est encore dans la préparation. On est encore dans la préparation. La saison prochaine, ce sera plus les balles à blanc. Ce sera à l'issue de la saison, il y aura une qualification olympique à aller chercher. Donc là, on est encore dans. Elle est pleine de promesses cette saison 2 pour cette équipe de France, masculin. On a hâte en tout cas de voir ces bleus performer. On espère qu'en tout cas ils démarreront bien du côté du Dubai Sevens, puisque la saison dernière on avait vu des grosses empoignades avec les Sud-Africains, des grosses empoignades avec les Fidjiens, avec des jeunes qui avaient osé. En tout cas, on sait que cette équipe est ambitieuse, mais elle est patiente, elle construit et on espère qu'elle va surtout se régaler du côté du Dubai Sevens. Antoine Poussin, la lutte sera féroce pour ce top 5, mais peut-être plus si affinité pour les Bleus, effectivement. Mais derrière, il y a quand même aussi du lourd. 2 équipes, voire 3 équipes qui pousseront aussi pour essayer d'aller chercher le titre, même si la saison dernière, leur résultat avait été un peu plus moyen. Ouais, aujourd'hui, alors si on classe un petit peu par groupe, il y a effectivement l'Australie et la Nouvelle-Zélande. On ne sait pas trop aujourd'hui sur quel pied danser, parce que
y a de la performance quand même. On a vu notamment les Blacks qui ont terminé 3e à Los Angeles. Mais par contre, ces équipes qui n'arrivent pas aujourd'hui à enchaîner des performances régulières. Alors que ce qui est un peu étonnant, notamment chez la Nouvelle-Zélande, c'est on a quand même plusieurs cadres qui sont là quand même depuis un certain nombre d'années. Les Rocco Isola, Sonny Mola, Regan Ware, c'est quand même des joueurs qui sont là depuis. Je peux même pas compter le nombre d'années. Il y a certains, ça fait peut-être 10 ans quand même qu'ils sont là. Et pourtant, les Blacks n'arrivent pas à enchaîner des performances, donc c'est assez étonnant. Et ils n'arrivent aussi pas forcément à intégrer des jeunes qui restent sur le long terme, parce que aujourd'hui, il y a évidemment le rugby à 15 qui pousse. On a le meilleur exemple qu'on peut citer aujourd'hui, c'est Leroy Carter qui est arrivé sur les dernières années, qui a été stratosphérique avec la Nouvelle-Zélande à 7, mais forcément derrière, ça a intéressé le 15. Derrière, il a enchaîné, il a fait une saison absolument monstrueuse avec les Chiefs, et derrière, il enchaîne avec le All Black. Ouais. Donc ça, c'est un petit peu dommage sur eux de ne pas réussir à enchaîner là-dessus. Et puis là, il va y avoir aussi des absences sur ce tournoi. Cody Vai qui tient Vai, Ngawi Margavebla qui termine meilleur réalisateur de cette équipe la saison dernière. Bon, pareil, on part un petit peu dans le flou avec cette équipe de Nouvelle-Zélande. Il y a eu une bonne performance à Los Angeles. Aujourd'hui, est-ce que ça va enchaîner ? On verra, mais en tout cas, il y a des gros sentiments d'incertitude. Le seul point peut-être qui peut les galvaniser, c'est que leur capitaine, Tony Jeshiu, fêtera son 50e tournoi. On sait toute la symbolique des Néo-Zélandais autour de ce genre d'événement. En général, ils arrivent quand même à se transcender, donc il y aura peut-être un exploit néo-zélandais ce week-end, on verra bien. Ça reste les Blacks. Mais ça reste les Blacks, ils restent quand même imprévisibles. Et puis l'Australie, c'est un petit peu pareil. Par moments, ils arrivent quand même à accrocher et à réaliser des performances. Mais aujourd'hui, on part aussi un petit peu dans l'inconnu. On va dire qu'il n'y a pas eu de performance notable l'année dernière, de moments où on s'est dit l'Australie quand même ça match et ça peut vraiment aller chercher un titre mondial. C'est toujours plutôt milieu de tableau. Par moments ça arrive à un petit peu aller chercher, à accrocher le top 4. Des fois il passe un peu à côté. Donc là c'est pareil, gros point d'interrogation. On reconduit malgré tout quasiment la même équipe que la saison dernière, même si là sur le premier tournoi il va y avoir quelques absents quand même, avec Andrew Patterson et James Turner qui était quand même l'un des cas de l'année dernière, qui a fini meilleur marqueur de cette équipe quand même avec 15 essais, et puis Matteo Gonzalez qui lui a signé à 15, mais voilà, on retrouve des Henry Hutchinson, des Maurice Longbottom, des Ben Darling. Aujourd'hui c'est quand même des joueurs qui se sont imposés sur les dernières années, qui est un peu comme les Blacks, hein, on a quand même des joueurs d'expérience. C'est ça qui est un petit peu inexplicable, c'est pourquoi aujourd'hui ces équipes n'arrivent pas à les chercher plus. Bon voilà, c'était pareil, une année de transition, peut-être effectivement comme il n'y a pas d'enjeu, on ne s'est pas forcément transcendé. Là, on verra cette année comment ça se passe un petit peu. Ouais, le vécu commun, les connexions. On parle beaucoup de connexions en rugby à 7, et c'est super important pour ces équipes d'essayer de trouver la bonne chimie entre eux pour essayer de performer top 8 mondial. On le répète, ça va être une dinguerie en termes de niveau, parce qu'on parle de ces équipes qui n'ont pas performé, on va dire, comme on pourrait les attendre au vu des joueurs qu'ils ont. C'est ça, et là, il va falloir se mettre au diapason, parce que là, on va pas dire qu'il n'y aura pas le droit à l'erreur, parce que sur les 6 premiers tournois, il n'y aura pas de danger majeur, mais en tout cas, au final, si ces équipes elles se mettent pas au niveau très rapidement, elles vont passer une année qui va être très longue quand même, parce que si on rappelle avec ce format, les 2 premiers de chaque poule qualifient à chaque fois en demi-finale. Si tu fais pas une demi de la saison et que tu te qualifies jamais, tu vas arriver sur les 3 derniers tournois, t'auras pas fait une demi de la saison, t'auras pas engrangé d'expérience. Derrière, il y a des équipes du Sevens 2 qui vont monter, voir du Sevens 3 qui vont arriver la rage aux dents, et si t'es un peu moyennasse et que t'es pas attentif, ça peut très vite dégager. Mais tous les tournois vont compter. Donc il faut quand même, c'est des tournois de préparation certes, mais il faut pas non plus les prendre à la légère. Il faut vraiment s'en servir pour travailler et aller chercher la performance, parce que quand même pour la confiance il y a rien de mieux. Et puis à côté, la Grande-Bretagne, pareil, hein, qu'est-ce qu'on peut vraiment dire, sur le même format que les filles. Ça fait 2 saisons, ils terminent 8e, ils arrivent à se maintenir à râler pas crête, et donc cette année, pareil, on repart un petit peu dans l'inconnu. On a un groupe très jeune qui va se présenter sur les premiers tournois, avec ce même fonctionnement, donc des stages de rassemblement où on sélectionne quelques joueurs et on les envoie. Alors, par rapport aux filles, eux, ils ont eu un programme de l'équipe d'Écosse qui a été monté à part, qui va essayer de leur amener quelques joueurs un peu plus préparés, mais c'est du bricolage quand même. C'est vraiment du bricolage par rapport à ce que font les autres équipes. Donc là, malheureusement, je donne pas cher de leur peau pour cette saison. C'est pas les pires, je crois que c'est ça le pire dans l'histoire, c'est que c'est pas les pires des sabordages qu'on a connus la saison dernière, donc c'est juste triste.
Ah, on est triste pour les Britanniques, effectivement, que le programme s'arrête, mais on sait que le rugby à 7, c'est aussi coûteux, c'est des voyages, c'est des programmes coûteux. On a encore ce souci-là de trouver une économie du rugby à 7. On espère que ce nouveau format va pouvoir permettre de gérer un peu l'économie du 7 pour que on n'ait pas à la fin de la saison des grosses nations de Sevens, l'Irlande et la Grande-Bretagne qui malheureusement arrêtent leur programme. Bon, sur les garçons, Antoine, c'est quand même sacrément costaud, puisqu'on voit qu'on a potentiellement un top 7 sur les 8 qui peuvent faire quelque chose. Allez, on va dire un top 6. Ouais, si tout le monde joue à son niveau, on peut Si être sur tout un le top monde- 7 à aller jouer les très très hauts tableaux. Voilà, il y a des points d'interrogation, mais là, si on regarde sur papier toutes les équipes, il y a de l'expérience, sauf la Grande-Bretagne, entre guillemets. On va dire qu'à côté, il y a de l'expérience partout. Tout le des monde joueurs peut qui. gagner, Et ouais, Tout le monde peut gagner. non, ça va être vraiment très dur. Et ce format top 8, top 8 pardon, il va être quand même très très intense. On a hâte de vivre ce tableau masculin et cette nouvelle saison. Je crois que vous avez tout un petit peu sur le tableau masculin, sur les filles également. C'est le moment. C'est le moment de basculer maintenant dans le vif du sujet. Marie-Louise Antoine, va y avoir des surprises cette saison et ça peut démarrer directement avec cette première tournée. On rappelle, Dubaï, c'est ce week-end, samedi, dimanche, le 29 et 30 novembre. Le week-end suivant, le 6 et le 7 décembre, le tournoi sud-africain de Cape Town. Donc ça y est, on est parti dans le HSBC Sevens Series. Et justement, nous, on a prévu de vous mettre dans le bain dès maintenant dans ce légendaire Dubaï Sevens. Regardez. Un tournoi de légende, le Dubaï Sevens. Imaginez tout simplement un immense complexe sportif avec plus de 6000 sportifs et sportives qui s'affrontent dans de nombreuses disciplines. On parle de cricket, on parle de netball, on parle de paddle, on parle de fitness et aussi de rugby, puisqu'il y a plus de 4000 rugbymen et rugbywomen. Il y a 19 niveaux de compétition, le circuit mondial, mais en dessous, il y a un tournoi invité où il y a, on aura des équipes françaises qui seront sur place. On aura les Froggies, on aura aussi les South Sevens qui seront sur ce tournoi invitation. C'est une immense fête au milieu du désert, ce Dubaï Sevens. On l'a vécu, Antoine. C'est une dinguerie, ce tournoi quand même. Ah, franchement, c'est des souvenirs assez mémorables d'y être allé. Et puis c'est le tournoi parfait en fait pour lancer la saison. Voilà, c'est le tournoi, comme tu l'as expliqué, on va dire le plus organisé aujourd'hui en termes d'événementiel sur le circuit, avec tous ces circuits amateurs qui gravitent autour du stade, la fête non-stop pendant plusieurs jours. Et puis voilà, pour les équipes, c'est déjà un sacré challenge parce que on est dans le désert, il fait chaud. Quand on connaît l'exigence physique, énergétique du rugby à 7, ça vient taper direct dans l'organisme. Et voilà, si on n'est pas prêt, on le sent très rapidement en général à Dubaï. Ouais, c'est impressionnant ce tournoi parce que c'est 8 ou 9 terrains, je crois, de rugby, en plus des autres sports, avec ce stade au milieu de près de 30 000 places pour le circuit mondial. Tout le monde qui circule, les équipes pro qui sortent en récup, en claquettes chaussettes, qui vont voir les amateurs, ça se mélange, il y a les enfants, il y a des jeux, il y a des concerts, c'est complètement fou. Bon, si vous voulez aller un petit peu plus loin pour connaître de l'intérieur le Dubaï Sevens, sachez qu'on a rencontré le directeur sportif Simon Jelovic, qu'on salue et qu'on remercie pour le temps qu'il nous a accordé. C'est sur le site sevensrugby.fr. Il vous raconte un petit peu comment ça s'est créé ce tournoi et surtout comment ça fonctionne. C'est une énorme machine, tu l'as souligné Antoine, c'est aujourd'hui l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros tournoi, le plus complet tournoi de 7 au monde, et c'est en tout cas aux Émirats Arabes Unis et même au Moyen-Orient le plus gros événement sportif chaque année. Donc c'est quand même une énorme fête et c'est le rugby à 7 qui est central dans ce tournoi. Mais bon, ce qui va nous intéresser sur ce tournoi, messieurs, dames, c'est bien évidemment l'enjeu sportif pour le circuit mondial. On va commencer par le tableau féminin. Marilou, on voit les poules sur la gauche et le programme toujours de ce Sevens 1, un petit peu comme chaque année sur les filles, c'est toujours un peu ce duel Australie-Nouvelle-Zélande depuis 3 ans. Exactement. Après, voilà, on est repassé à 8 équipes, donc forcément, on a 2 poules de 4. 2 poules de 4, nous, on est dans la poule A, les Françaises, là, vous le voyez, avec la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et les Fidji. Les Fidji, ça peut avoir l'air abordable, mais moi, je sens le piège quand même. Ça peut être costaud. Voilà, il faut pas passer à côté. Les États-Unis,
On l'a dit, hein, clairement, elles vont venir nous chercher, nous, plutôt qu'aller chercher au-dessus. Donc, adversaire vraiment direct. Et la Nouvelle-Zélande, bah, on rentre dans le vif du sujet dès le premier match. Hein. Il y a pas de... On va pas se mouiller la nuque. Faut y aller. Les Surtout à Dubaï. rookies, voilà. Les rookies, bon courage. Meilleur apprentissage possible, j'ai envie de dire, en fait, C'est parce parfait. que faut rentrer dedans bien en tête. Voilà, il n'y a pas de on va gérer, on va pas gérer. Non, faut y aller. Et une fois que tu es lancé, de toute façon, ton tournoi, il est lancé. Donc, les autres matchs derrière, il y a une mécanique qui se fait. Donc, c'est peut-être pas plus mal. On commence du coup par la Nouvelle-Zélande à 7h58 heure française. On sera là, comme d'habitude. Et après, cette deuxième poule, Australie, Canada, Grande-Bretagne, Japon. Voilà, on l'a dit, Grande-Bretagne, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Le Japon, c'est toujours un peu opaque, mais elles étaient sur une bonne lancée, un peu à l'image des Fidji en fin de saison. Australie-Canada, ça va être le décideur un peu de ce qui va se faire en demi, puisqu'on l'a dit, les 2 premières équipes partent en demi, les autres vont s'affronter pour les places de 5 à 8. Donc, faut pas se rater. Tu as le droit, peut-être un joker, mais si tu pouvais ne pas l'utiliser, voilà, ce serait plus sécure. Et donc, voilà. Une grosse poule pour les Françaises, plus relevée, je pense, que la poule B. Et c'est pas plus mal, parce que voilà, on rentre dans le dur tout de suite, et pas d'excuses, et on y va, quoi. Après, le danger pour les Français, c'est si jamais elles sortent de la poule, il y a risque de croiser quand même l'Australie en demi. Oui. L'Australie, ça reste quand même sur 5 victoires d'affilée au Dubai 7. Ça va être chaud patate. En général, elles arrivent toujours ultra préparées sur ce début de saison, les Australiennes. C'est le premier tournoi, mais il y a le cas Cape Town, j'ai envie de dire. On leur a bien résisté. Donc, ouais, on a des billes, déjà avec pas mal des filles qui sont présentes là, qui étaient présentes sur ce match. Donc, voilà. Une fois que tu as matché la Nouvelle-Zélande avant, en vrai, Ah bah t'es dedans direct. voilà, Hein. t'es dedans. C'est pas le même jour, mais quand même, dans la mentalité, tu te dis, franchement, faut aborder le match de la même manière, et voilà. Hein. Nous, on est les petits poussettes dans ce match-là, donc en vrai, on n'a rien à perdre. On voit tout de même les Bleus quand même sortir de cette poule normalement sur le papier. On rappelle que le nouveau format, c'est les 2 premiers de chaque poule qui basculent sur les demi-finales, finales. Les 2 derniers de chaque poule se joueront en fait ce qu'on appelle un A7, une plate, joueront pour au mieux la 5e place sur un 2e tableau avec des matchs de classement. On rappelle que les Bleus la saison dernière avaient fait une 3e place à Dubaï, donc c'est un tournoi qui leur réussit plutôt bien. La poule est compliquée, mais franchement, il y a largement la place pour nos Bleus d'exister. On fait juste un petit détour par Cape Town, Marilou également. Cape Town, un tournoi qui, pareil, voit toujours l'hégémonie australienne et néo-zélandaise en finale, mais les Françaises performent bien sur ce tournoi sud-africain depuis quelques saisons. Ouais, franchement, on n'a pas été ridicule sur Cape Town. Bon, on avait parlé de ce match arraché face à l'Australie 17-14. Vraiment 3 points très précieux pour gagner cette 3e place et sortir les Australiennes du podium. Mais en 2023, on finit aussi 2e. Donc, c'est un tournoi où on performe. Vraiment, peut-être que le climat nous convient mieux. Je sais pas, c'est un peu l'hiver là-bas. Mais ouais, Cape Town, il y a quelque chose à faire. Tout dépendra du coup du classement qu'on va obtenir à l'issue de Dubaï. Et après, on va voir dans quelle poule on sort. Mais maintenant, en vrai, tout est assez resserré. Donc, quelle que soit la poule, elles sont jamais beaucoup plus faibles l'une que l'autre. Donc, on peut performer. On peut un peu perturber cette entente un peu entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. On l'a prouvé. Donc, il n'y a pas de raison que là, dans la foulée, on n'y arrive pas ce coup-ci. Ouais, on y croit pour les petites bleues, en tout cas sur cette première tournée. Il faudra gérer aussi la partie récup parce qu'il y a quand même un vol entre les deux et c'est jamais simple d'enchaîner 2 tournois. Mais en tout cas, ce sera challengeant dès le début sur cette première tournée pour les joueuses du circuit mondial féminin. Les garçons, Monsieur Poussin, avec pareil, là, quand je vois les poules, j'ai un petit frisson derrière la nuque et j'ai la sueur qui commence à couler. Là, c'est Dubai 7, ça va être sacrément costaud, Monsieur Poussin. Ah bah là on l'a dit, top 8 de poule de 4, forcément il y a des équipes colossales quand on sait qu'on disait tout à l'heure que sur 8 équipes il y en a peut-être 7 aujourd'hui qui peuvent aller jouer le titre, mais voilà, il faut se les taper toutes. Là effectivement on hérite d'une poule assez costaud avec Argentine, Afrique du Sud et les Fidji, et notamment l'Afrique du Sud d'entrée, ça va être un sacré morceau, d'autant que les Sudaf, c'est un peu comme l'Australie à Dubaï, ils ont eu quand même une hégémonie assez marquante sur les dernières années. Ils ont gagné 5 tournois entre
2019 et 2023. C'était vraiment leur maison. Jusqu'à l'année dernière, où les Fidji, après les JO, se sont un petit peu réveillés et ont remporté la finale contre l'Espagne. Mais voilà, il reste quand même un petit peu à la maison. Donc ça va être quand même assez difficile d'aller les challenger là-dessus. Et puis derrière, on aura l'Argentine et les Fidji pour terminer cette poule. Il va falloir être direct pour les garçons aussi. Réveillé. Ouais, on se mouille pas la nuque. Il n'y a plus de ça. Ça n'existe plus. Ah non, il n'y a plus de round d'observation sur le circuit, sur les deux circuits, que ce soit les filles ou les garçons. Là, cette poule-là, elle est quand même sacrément solide. Bon, la poule B, c'est costaud aussi, Antoine. Ouais, bien sûr, c'est costaud. Alors aujourd'hui, effectivement, il y a des points d'interrogation un petit peu sur toutes les équipes. Nouvelle-Zélande, Australie, on en a parlé, des équipes qui n'ont pas forcément été très régulières. La Grande-Bretagne, avec leur changement de programme, on ne sait pas trop où ils vont. Et puis l'Espagne, pour interrogation aussi, parce qu'effectivement, il y a eu une très belle saison la saison dernière. Maintenant, ça va être intéressant de voir s'ils arrivent à enchaîner. Si ce n'était pas juste le coup d'une saison et de profiter un peu que les équipes soient toutes en transition, alors qu'eux, au contraire, ils avaient réussi à avoir plutôt des joueurs de ces dernières années qu'ils ont réussi à garder après les JO dans leur programme à 7. Donc ils avaient un petit peu plus d'expérience que les autres. Maintenant, tout le monde a gagné en expérience la saison dernière. Il y a plein de jeunes joueurs qui ont enchaîné les tournois. Donc peut-être que l'avance qu'ils avaient juste après les JO va être aussi rattrapée aujourd'hui. Donc là, franchement, la poule B, je suis incapable de dire aujourd'hui dans cette poule qui va sortir parmi les deux premiers. Ça va être vraiment très chaud. On va pas se jouer, on va pas vous faire les pronos. Clairement sur le tableau masculin, mais même sur le tableau féminin, on a peut-être quelques certitudes, mais on sait jamais. C'est le rugby à 7, c'est pour ça qu'on aime cette discipline. La France à Dubaï, Antoine, elle est quand même plutôt irrégulière, 4e place en 2021, mais sinon la saison dernière, une 5e place arrachée quand même face à l'Afrique du Sud, c'est quand même plutôt correct. Ouais, c'est assez régulier, mais il n'y a pas eu non plus de performances très très marquantes. Il n'y a pas eu sur les dernières années en tout cas de finales disputées ou de médailles à remporter. Donc forcément, on reste un petit peu sur la fin à Dubaï. C'est pas forcément le tournoi aujourd'hui sur le circuit où on performe le plus. Donc il va falloir changer ça, tout simplement cette année. Il va falloir changer un petit peu les pronostics. Après, comme on a dit, la saison dernière, quand même, il y avait des résultats qui étaient très encourageants, où ils sortent des phases de poule, où ils commencent avec 2 victoires face au Kenya, face à l'Australie, ça se joue de rien contre l'Afrique du Sud pour passer en première place de poule. Bon, du coup derrière on perd ce match, ça nous amène à jouer contre les Fidji en quart. Là, on perd de seulement 2 petits points, donc franchement on n'était pas loin non plus d'aller chercher le top 4 et on se rattrape derrière en battant quand même l'Afrique du Sud 17-15 qui était, comme on disait, qui restait sur 5 victoires à Dubaï. Donc voilà, il y avait quand même un tournoi qui avait été ultra encourageant, même si la 5e place, et forcément aujourd'hui on aspire un petit peu à mieux, mais ça avait quand même bien lancé la saison. Allez, un petit mot sur le tournoi de Cape Town, Antoine, qui suivra ce Dubai Sevens. C'était probablement le meilleur tournoi de France 7 la saison dernière, on peut le dire, je pense. Mais poussé par justement ces résultats de Dubaï qui avaient été assez encourageants, qui demandaient au final qu'à être confirmés. Et la confirmation, elle s'est vue directement à Cape Town avec un tournoi quasi parfait où on sort. Alors du coup, il y avait eu un format qui avait été un petit peu adapté, où on était passé à des poules de 3. Et donc là, on s'était retrouvé avec les États-Unis et la Nouvelle-Zélande qu'on avait littéralement explosé en poule. Donc ça, c'était assez barjot de voir ça quand même. On était vraiment, enfin, je sais pas ce qui était passé ce jour-là, ce qu'on avait mangé au petit-déj, mais en tout cas, on met 50 points aux États-Unis et 47 points à l'NZ quand même. C'est sur un match de rugby à 7, c'est vraiment pas rien. Et derrière, on prend une revanche contre les Fidji quand même en demi, donc on continue sur notre lancée. Et après, là, les Sud-Africains, ils étaient un petit peu morts de faim par rapport à Dubaï où ils étaient un peu passés à côté. Chez eux, à Cape Town, ils avaient un peu plus maîtrisé la finale. Mais en tout cas, c'était une première médaille pour ce groupe. Et derrière, ça avait du coup permis d'avoir de la confiance et de pouvoir enchaîner les performances de manière régulière sur l'ensemble de la saison. Je crois qu'on sait tout. On est pas mal là sur ce début de saison qui arrive du HSBC Sevens. J'ai envie de dire, comme je dis, on n'aurait pas de questions. Non, des questions. Jolie dédicace, effectivement. Non, mais voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur ce début de saison qui commence ce week-end. On a évidemment très hâte que ça démarre. On espère évidemment que les équipes de France seront au rendez-vous. Au vu de ce qu'on vous a dit, il y a beaucoup de promesses autour de ces équipes de France qui nous
montre de belles choses depuis le remaniement post-olympique. Donc on espère que ça va bien se passer du côté de Dubaï et Cape Town. En tout cas, ça s'annonce très très solide. L'une des questions qui revient souvent, hein, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, eh bien c'est où va-t-on voir le rugby à 7 ? Le rugby à 7, si vous voulez le suivre le week-end prochain du côté de Dubaï, ça se passe sur Rugby Pass TV. La saison dernière, il y avait la chaîne L'équipe qui diffusait en France en clair et en intégralité le circuit mondial. Cette année, pour l'instant, il n'y a pas de diffuseur français. C'est encore en discussion selon ce que nous a dit World Rugby. Donc il y aura peut-être un diffuseur français au cours de la saison. Mais pour l'instant, si vous voulez suivre, vous voyez le petit tuto, hein, pour suivre sur Rugby Pass TV. C'est une plateforme en ligne, c'est en streaming. Vous avez juste à vous inscrire et ensuite vous pouvez suivre le live en intégralité. La seule chose, c'est que les commentaires sont en anglais. Mais franchement, on aime le 7. C'est trop bien. Et franchement, on sera très très bien devant Rugby Pass pour suivre le rugby à 7. Évidemment, on espère qu'une télé française va permettre au plus grand nombre de voir le rugby à 7. Mais en tout cas, si vous voulez suivre le 7 cette saison, ça se passe sur Rugby Pass TV. Marie-Louise, Antoine, un grand merci pour cette première émission du Sevens Rugby Show. On a été plutôt complet, je pense. Merci également à vous de nous avoir suivis sur la chaîne YouTube de Sevens Rugby France. Restez bien connectés, hein, puisque le Sevens, ce n'est pas que le rugby à 7 mondial, c'est aussi le rugby à 7 français, européen. Vous avez toutes les infos sur notre site sevensrugby.fr et également sur les réseaux sociaux, notre page Instagram et notre page Facebook. Suivez bien, on sera évidemment devant notre télé pour vous faire vivre au plus près ce tournoi de Dubaï et de Cape Town. Vous pouvez également vous abonner ici aussi sur la chaîne YouTube, puisqu'on essaye de rassembler toutes les vidéos du rugby à 7 au monde pour que le rugby à 7, ça se passe sur Sevens Rugby. N'hésitez pas également à nous poser toutes vos questions en commentaire de cette vidéo. On essaiera d'y répondre lors de la prochaine émission. On espère pouvoir vous proposer un acte 2 de ce Sevens Rugby Show courant du mois de janvier pour basculer sur la deuxième tournée et puis débriefer évidemment le Dubaï et le Cape Town Sevens. En attendant, bonne reprise à tous. Éclatez-vous bien en regardant le Sevens. À très bientôt et vive le 7. À bientôt, salut. Salut.